Une fille a disparu et sa voiture a été retrouvée ici. Elle est partie à pied et elle a disparu. Il l'a fait entrer dans la maison et il l'a poignardée. Elle n'aurait jamais pu faire 50 km à pied. Quelqu'un l'a emmenée là-bas. Il y a des similitudes avec les victimes de Brian Patrick Miller. Et s'il était tombé sur cette pauvre fille, sans que personne le voie? Il a découvert des éléments pouvant relier le zombie hunter à sa disparition. Plus de 500 000 personnes, tout âge confondu, disparaissent chaque année aux États-Unis. Notre magazine a relaté plusieurs de ces affaires. Et celle de cette jeune femme, qui s'est volatilisée en pleine nuit, nous a particulièrement marqués. Sa disparition n'était que le commencement d'une histoire tragique. Les pires craintes se sont confirmées. Adrienne Salinas, 19 ans, vit à Phoenix, en Arizona. En 2013, elle n'habite plus chez ses parents, mais elle reste très proche de sa famille. Je suis Rick Salinas, le père d'Adrienne. J'adore être père. C'est un rôle dans lequel je m'épanouis. Adrienne est née en 93 et Nathaniel en 95. J'ai vécu avec leur mère pendant 5 ou 6 ans jusqu'à ce qu'on finisse par se séparer. Ça n'allait plus. Je suis devenu père célibataire. J'ai élevé mes enfants tout seul. J'ai été leur coach sportif. J'ai entraîné mon fils au foot. J'adorais les emmener dans les parcs d'attractions. On était très proches. Adrienne a toujours été ma petite fille chérie. Elle était tout le temps dans mes bras. Elle me suivait partout. Tous ceux qui la connaissaient disaient qu'elle avait les pieds sur terre. Tous ses amis l'aimaient beaucoup. Je m'appelle Shani, je suis une amie d'Adrienne. J'ai d'abord connu Rebecca et c'est elle qui m'a présenté Adrienne et Alex. Je suis Alex. J'ai rencontré Shani et Adrienne en 6e. On se retrouvait tous les soirs après les cours et on passait tous nos week-ends ensemble. Les meilleurs amis du monde, Oui. sans le moindre doute. Adrienne avait un sourire qui ne passait pas inaperçu, même en photo. On ne voyait que ça. Elle souriait tout le temps. C'était quelqu'un de foncièrement heureux et optimiste. Une fille merveilleuse. Même le petit ami d'Adrienne, Francisco, que ses amis surnomment Fran, connaît la jeune femme depuis toujours. Depuis l'âge de 12 ans, Adrienne et Fran étaient inséparables. Elle savait qu'il l'aimait et qu'il tenait à elle. On savait tous qu'ils étaient ensemble. Après le lycée, Adrienne se démène pour concrétiser son rêve, intégrer l'Université d'État d'Arizona. Elle s'était inscrite à la fac de Phoenix pour passer ses équivalences et être acceptée à l'université. Elle rêvait de devenir journaliste. À 19 ans, Adrienne fait le grand saut dans l'âge adulte et partage un appartement avec 2 de ses amis. Avec Adrienne et Rebecca, on avait décidé de s'installer ensemble, de prendre notre indépendance. Elle était surexcitée. Moi, j'étais inquiet. Je lui répétais de bien fermer les portes. Et je passais souvent pour vérifier que tout allait bien. Adrienne parlait avec son père tous les jours par message, quand ce n'était pas par téléphone. Ils étaient très proches. Elle adorait passer du temps avec sa famille. On connaissait Rick depuis toujours. Il était toujours là pour nous. Il vérifiait que tout allait bien, qu'on avait de quoi manger, ce genre de choses. Leur appart était génial. J'y passais tous mes week-ends. L'appartement devient rapidement un point de ralliement et le 14 juin 2013, Adrienne et ses colocataires organisent une fête d'anniversaire pour une amie. La soirée débute vers 22 h, mais Adrienne n'est pas aussi enjouée que d'habitude. On partageait la même chambre. Adrienne était assise sur son lit, toute seule, sur son 31 pour la fête. Mais elle refusait de se joindre à nous en bas. Elle disait qu'elle n'était pas d'humeur à faire la fête.
Et elle a de quoi réagir ainsi, parce que cette soirée s'avère bien plus délurée que toutes celles que les filles ont pu donner jusqu'ici. À un moment, quelqu'un a cassé la télé et quelqu'un a sorti notre fauteuil sur la pelouse pour y mettre le feu. Pour moi, tout est très flou, très confus. D'après ce que j'ai cru comprendre, Adrienne a passé l'essentiel de la soirée avec Fran et je ne l'ai quasiment pas vue. Mais d'après les amis d'Adrienne, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux tourtereaux. Rebecca a dit qu'Adrienne était contrariée parce que Fran avait parlé à une autre fille ou s'était intéressé à une autre fille. Et ça l'avait blessée. La fête se prolonge jusqu'au petit matin. Et lorsque Shaini et Rebecca se réveillent le samedi, l'appartement est sans dessus-dessous. Et en plus, Adrienne n'est pas là. Je sais que la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans la cuisine. Ça lui arrivait de s'absenter sur de courtes périodes. On s'est dit qu'elle était avec Fran. Et ils étaient toujours ensemble. Elle était soit avec nous, soit avec lui. Mais le samedi après-midi, les filles n'ont toujours pas de nouvelles d'Adrienne. Et son père non plus. Je l'ai appelée le samedi pour savoir si elle comptait toujours venir le dimanche après-midi, mais elle n'a pas répondu. Ce dimanche, c'était la fête des pères, et j'avais prévu de faire un barbecue. J'ai commencé à m'inquiéter vers 10 h du matin parce que j'étais sans nouvelles. Alors j'ai appelé ses amis. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas quand Rick m'a appelé le dimanche pour savoir si je lui avais parlé. Je lui ai dit que non, mais qu'elle devait être chez Fran parce qu'elle n'était pas rentrée le samedi soir. C'était la fête des pères. Et ça ne lui ressemblait pas de rater ça. On savait que ce n'était pas normal. Rick ne perd pas de temps et contacte la seule autre personne qui puisse lui dire où est sa fille. J'ai appelé son petit ami Francisco. Il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue depuis le vendredi. J'étais affolé, personne ne l'avait vue depuis le vendredi soir. J'ai appelé la police pour signaler sa disparition. Les policiers se rendent chez Adrienne, où Rick et les colocataires les attendent. Je suis le sergent Alan Eki de la police de Tempe. Mon supérieur m'a téléphoné pour me prévenir qu'une jeune femme, Adrienne Salinas, avait disparu depuis à peu près 24 heures. Lorsque ça arrive, on envoie un agent et on ouvre une enquête. Il m'a demandé si elle aurait pu fuguer. Elle n'aurait jamais fait ça. Elle n'avait aucun problème, aucune raison de s'en aller. Elle aurait dû être là. On savait tous qu'elle n'était pas du genre à faire la morte. La police m'a demandé quand je l'avais vue pour la dernière fois et où elle aurait pu aller. Ses colocataires m'ont dit qu'Adrienne était à la fête, qu'elle l'avait quitté brièvement avec son petit ami Fran pour aller chez lui, puis qu'elle était revenue. Elle a discuté un petit moment avec une de ses amies. Après quoi, elle a pris quelques affaires et elle est montée en voiture. Puis elle est partie. Personne ne l'a vue revenir. Ses amis m'ont dit qu'elle avait pris son téléphone, mais qu'elle avait laissé dans sa chambre les vêtements qu'elle portait ce soir-là, ainsi que sa clé de voiture. Elle n'en avait qu'une seule. Mais la voiture d'Adrienne n'est pas garée dehors. Et une fouille rapide de sa chambre montre qu'elle a laissé d'autres affaires. On a retrouvé ses papiers et son argent. Ça nous a tout de suite alarmés parce qu'en général, quand une personne disparaît volontairement, elle emporte au moins ça. Les policiers concluent leurs échanges avec Rick et les colocataires. De retour au poste, ils découvrent qu'un appel reçu vers 3 h du matin dans la nuit du vendredi pourrait leur en apprendre davantage sur l'affaire. La femme a dit qu'une berline blanche l'avait dépassée à vive allure avant de percuter le trottoir. Ça l'a inquiétée. Mais quand elle a voulu s'approcher pour voir comment allait le conducteur, la voiture a redémarré, malgré 2 pneus éclatés. La femme a quand même eu le temps de relever le numéro de plaque avant que la voiture ne disparaisse.
Ce numéro correspondait à la Mercury blanche d'Adrienne. Je m'appelle Gregory Duarte. Je travaille pour la police de Tempe. On a retrouvé et interrogé tous les invités de la fête. La plupart ne se souvenaient de rien. Mais quelques-uns ont vu Adrienne monter dans sa voiture et s'en aller vers Hardy Drive, à l'ouest de l'appartement. Ces personnes ont vu Adrienne partir, mais elles ne se rappellent pas si elle s'est changée, à quelle heure elle est partie, ni si elle a dit où elle allait. Dès le dimanche soir, le signalement de sa voiture est diffusé à toutes les patrouilles. Pendant ce temps, Rick et Fran partent à la recherche d'Adrienne. Je devenais dingue à force de me ronger les sangs. J'ai tourné dans le quartier parce que qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est là que je suis tombé sur sa voiture. Fran m'a appelé pour me dire qu'ils avaient retrouvé la voiture. On s'est tous précipités dans la rue voisine. La voiture était toute abîmée. Il y avait des pneus éclatés et le pare-choc était défoncé. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'il s'était passé. Le lendemain matin, des policiers rejoignent Rick Salinas et Fran, le petit ami d'Adrienne, près du véhicule. On n'a rien trouvé qui puisse faire office de preuve à l'intérieur. Il n'y avait pas de sang, ça n'était pas une scène de crime. Il n'y avait rien de suspect, hormis les dégâts causés au véhicule. La voiture d'Adrienne est garée à quelques rues de l'appartement. Tout porte à croire que la jeune femme est rentrée chez elle après avoir heurté un trottoir, puisque son portefeuille, les vêtements qu'elle portait le soir de la fête et l'unique clé de sa voiture ont été retrouvés dans sa chambre. On sait qu'elle est retournée chez elle. Ses colocataires et les invités de la fête n'ont aucune idée de l'heure à laquelle elle est revenue, ni de quand elle est repartie. Elle avait pris son téléphone et on ne savait toujours pas où il était. On a pu obtenir en urgence ses relevés téléphoniques, beaucoup plus vite que si on avait demandé un mandat. Le détail des appels commence à dissiper une part du mystère. En examinant les relevés, j'ai vu qu'elle avait appelé Fran plus de 40 fois après 3 heures du matin sans qu'il décroche. Et puis elle lui a envoyé un message à 4h43 disant « J'arrive ». Est-ce qu'elle y est allée? Il fallait absolument que je parle à Fran. Le même soir, l'inspecteur Eki retrouve Fran dans un parc en train de placarder des avis de recherche. Detective Eki, it is 6/17/13, 2016 hours with Francisco. How long have you known her? I've known her since 8th grade, so 7 years now, 6, 7 years. We've been on and off since 8th grade. Kind of walk me through, like, when you last saw Adrienne. She was mingling with everybody. There's nothing out of the ordinary. What were you doing? I was talking to my friends. She said that she saw me whispering in the girl's ear. The thing is, like, we're not boyfriend and girlfriend. We have an argument. It's like, okay, let's go back to my house and argue there. You're having a party. We can't do this here. We go to my house. This was probably around like 2:40. Fran dit qu'une fois chez lui, la dispute s'est poursuivie. Why is she upset? I really don't remember too many details. We were just arguing over this incident that happened at our house, or me not paying enough attention to her. We argued. I went into my patio to, like, calm myself down. She was gone. Elle est partie sans le prévenir. I had to go in my car and drive around until I find her. Il l'a trouvée en train de marcher et lui a dit de monter en voiture. En arrivant à Tempe, Adrienne est descendue de voiture sur Mill Avenue et elle a continué à pied. Fran dit qu'Adrienne était en colère quand elle a tourné au coin de la rue et qu'il ne l'a plus revue. This was around 3:15 in the morning. You say you got home about 3:15? Mm-hmm. What interaction did you have with her after that? From like 4:07 to like 4:14, something like that. In like a 10-minute span, I have 11 missed calls from her. So she's trying to get a hold of me. What, you didn't answer? Or? I was asleep. My phone was on silent, or I didn't hear it. I was asleep. I was already at my house. I was already asleep. Il dit qu'il s'est endormi et qu'à son réveil, il a découvert le message de 4h43 du matin disant « J'arrive ». Sauf qu'elle n'est jamais arrivée. Why do you think it's so important to be out here?
She's been in my life ever since 8th grade. Not only she's been in my life, she's been the main person in my life since 8th grade. On a fait passer Fran au polygraphe pour tenter d'obtenir de nouveaux éléments. Il a passé le test. Il a coopéré de son plein gré. Les résultats du test étaient non concluants. En gros, ça voulait dire qu'il ne m'avait pas menti. Mais je ne pouvais pas l'écarter et je devais le garder à l'œil. Fran était paniqué et inconsolable. Et puis, il a décidé d'agir pour se rendre utile. Il ne comptait pas ses heures. Bien sûr, l'espace d'un instant, je me suis demandé s'il n'était pas mêlé à tout ça. Mais j'étais convaincue que non. Je connais Francisco depuis qu'il est tout petit. Je connais sa famille. Ce sont des gens bien, avec des valeurs. Il n'a rien à voir avec tout ça. Les enquêteurs mettent Fran de côté. Une fille a disparu. On ignore ce qui lui est arrivé. Adrienne était à la fête, qu'elle a quitté brièvement avec Fran pour aller chez lui. Ensuite, elle est rentrée chez elle. Elle est montée en voiture et elle est partie. On suppose qu'elle a voulu retourner chez Fran. En chemin, elle a percuté un trottoir et elle est retournée chez elle. Mais personne ne l'a vue. Ensuite, elle a tenté de joindre Fran sur son portable une quarantaine de fois. Sa dernière conversation téléphonique a eu lieu le samedi matin vers 4h43. Adrienne a appelé une société de taxi. On a d'abord un SMS où elle dit à Fran qu'elle arrive, puis un appel à une société de taxi. J'ai donc cherché le chauffeur qui était venu la prendre. Cette société était gérée par un certain Thomas Simon Sr. À l'époque, son fils, Thomas Simon Jr., conduisait un taxi. Les enquêteurs contactent le père et le fils et, méthode peu orthodoxe, ils décident d'organiser une conversation téléphonique à trois. Tom Senior est dans son bureau, tandis que Tom Junior conduit des clients jusqu'au Grand Canyon. Junior se souvient qu'Adrienne lui a commandé un taxi. Il devait passer la prendre devant un magasin. Mais quand il est arrivé, elle n'était pas là. Il a tenté de la joindre plusieurs fois, mais comme elle ne répondait pas, il est parti. On a pu obtenir les images des caméras de surveillance du magasin devant lequel elle devait l'attendre. Et elle corroborait sa déclaration. Après avoir visionné les images, les enquêteurs se demandent si quelque chose a empêché Adrienne de se rendre sur le lieu du rendez-vous après avoir commandé le taxi. C'est alors qu'une femme appelle la police, prétendant détenir des informations sur le chauffeur, Tom Simon Jr. Elle explique qu'elle est la cliente qui se rendait au Grand Canyon quand il a reçu l'appel de la police. Elle nous a dit qu'en entendant sa conversation avec moi au téléphone au sujet d'une fille disparue, elle a pris peur. La passagère dit que Tom Jr. avait l'air mal à l'aise durant cet échange et qu'ensuite il a eu un comportement étrange. Il s'est garé et il a ouvert le coffre. Et elle a cru voir une scie. La passagère est parvenue à destination, mais après avoir entendu la conversation de Tom Jr. avec la police, elle s'est sentie obligée de rapporter ce qu'elle avait vu. Il fallait vraiment que j'aille parler à ce type pour me faire une idée. Le 20 juin, 5 jours après la disparition d'Adrienne, les policiers demandent à Tom Jr. s'il accepte de coopérer dans le cadre de l'enquête, et c'est le cas, au début. On a pu examiner son appartement et le taxi qu'il conduisait. On n'a rien trouvé dans l'un ni dans l'autre qui suggère la moindre implication de sa part dans la disparition d'Adrienne. J'ai continué à discuter avec lui afin de voir ce qu'il pouvait nous apprendre.
Dans le cadre de cette procédure, je l'ai fait venir au poste pour prendre ses empreintes. Le but étant de rassembler un maximum d'informations qui pourraient nous éclairer sur ce qu'il était arrivé à Adrienne. Il s'est montré très récalcitrant et très insultant. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai continué à discuter avec Tom Jr. Mais quand j'ai vu sa réaction, j'ai préféré changer mon fusil d'épaule. Les enquêteurs lui demandent de se soumettre au polygraphe, ce qu'il refuse. I want to do it, man. Why is that? Why wouldn't you want to? Because I don't trust those things. I don't know. The lawyer said not to. Ça n'a fait que renforcer mes soupçons, ce refus soudain de coopérer. Les recherches se poursuivent, mais plus les jours passent et plus les proches d'Adrienne sont gagnés par la panique. J'ai tout fait pour la retrouver. On a organisé des lavages de voitures, divers événements pour diffuser l'information et récolter assez d'argent pour une récompense. On frappait à toutes les portes et les gens nous disaient « J'ai déjà parlé à la police ». Mais on continuait quand même. On s'est démené comme on a pu, du haut de nos 19 ans. On voulait la retrouver, à n'importe quel prix. Malheureusement, ce ne sont pas ces efforts qui vont précipiter sa découverte, mais le climat des montagnes de l'Arizona. Le 21 juillet 2013, près de 5 semaines après la disparition d'Adrienne, des pluies diluviennes provoquent des crues éclairs sur les contreforts des montagnes à l'est de la ville. Dans la vallée de Phoenix, les gros orages d'été remplissent les lits des torrents à sec. Et leur débit peut devenir très important. 1,80 m d'eau, ça peut charrier beaucoup de choses. Le 6 août, on a reçu un appel de la police d'Apache Junction. Breaking news now. A body discovered in Apache Junction. Tempe police are there. Le corps d'une femme a été découvert dans la boue. Un habitant explorait les lieux quand il a découvert le corps, qui a ensuite été transféré au bureau du médecin légiste du comté de Pima. C'est grâce à l'ADN qu'on a pu identifier Adrienne Salinas. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ma mère s'est effondrée. Tout le monde pleurait, parce que c'était impensable. Ensuite, j'ai dû rentrer chez moi pour le dire à mon fils. Je n'arrivais pas à croire qu'elle soit morte. Je suis rentré chez moi. Mon fils était dans sa chambre. J'ai dû lui annoncer la nouvelle. Il s'est mis à pleurer, je l'ai pris dans mes bras et on s'est mutuellement réconfortés. Cette découverte a été le pire jour de ma vie. Quand j'ai su où Adrienne avait été retrouvée, j'en suis restée sans voix. Malheureusement, ça clarifiait la situation. Elle n'aurait jamais pu faire 50 km à pied. Quelqu'un l'a emmenée là-bas. Le corps d'Adrienne ayant été retrouvé et identifié, il ne s'agissait plus d'enquêter sur une personne disparue, mais sur un décès. On se rend compte non seulement du volume d'eau, mais aussi de sa force et du débit au moment où elle déferle dans ce lit à sec. Les arbres ont été déracinés, les véhicules emportés. Son corps était partiellement enseveli sous le sable et les broussailles charriées par la crue. Les sédiments l'ont momifié et réduit à l'état de squelette. Les causes du décès étaient indéterminées, mais l'endroit dans lequel on l'a retrouvée, ainsi que les circonstances, nous ont orientés sur la piste de l'homicide.
Mais les enquêteurs ont du pain sur la planche. Le corps d'Adrienne a été retrouvé à Wixwash, à 50 km du quartier de Tempe, où elle a été vue pour la dernière fois, et l'examen des lieux se révèle difficile. On a fait venir le FBI ainsi que des secouristes, tous à la recherche de pièces à conviction. Une équipe a même remonté Le torrent. le torrent. On a collecté pas mal de choses. Mais après analyse, il n'y avait aucun lien avec notre affaire. Notre hypothèse de travail, c'est que le corps se trouvait en amont et qu'il a été emporté jusqu'ici. On a étendu les recherches. Une grosse équipe d'enquêteurs a fait une enquête de voisinage. Elle a frappé à toutes les portes pour dénicher des informations, en amont et en aval du torrent. Mais on n'a pas trouvé où le corps avait été abandonné. Malgré les efforts des autorités, l'affaire reste au point mort pendant près de 2 ans. Jusqu'à ce qu'en février 2015, la police de Tempe soit contactée par un homme se faisant appeler K, qui prétend savoir qui a tué Adrienne. Il a dit que son ami Brian Patrick Miller, le zombie hunter, était peut-être le meurtrier d'Adrienne Salinas. Je m'appelle Keen Azaria. C'est moi qui ai appelé la police. Keen rencontre un enquêteur et lui explique que son ami pourrait avoir tué Adrienne Salinas. L'ami en question s'appelle Brian Patrick Miller, surnommé le Zombie Hunter. J'ai expliqué à l'inspecteur Aiki que je l'avais rencontré en 2010, lors d'un rassemblement steampunk. Le steampunk est un courant artistique qui associe science-fiction et époque victorienne. Il y a des festivals et des conventions. Brian a le sens du spectacle et dans la région de Phoenix, on l'appelle le Zombie Hunter. C'était quelqu'un de réservé, qui passait souvent inaperçu. Il n'avait pas beaucoup d'amis, mais il adorait incarner le personnage du Zombie Hunter. C'était le rôle qu'il jouait lors des rencontres, un rôle apocalyptique et morbide. J'ai connu le Zombie Hunter avant de connaître Brian. Ça marchait du tonnerre pour lui. Il faisait énormément de photos. Même sa voiture est à l'image de son personnage. C'était une ancienne voiture de police qu'il avait améliorée de partout. On aurait dit un flipper sur roue. Elle ne passait pas inaperçue. Dans les cercles steampunk, c'est difficile de garder les mêmes amis. Mais avec lui, c'était différent. Il était sympa, avenant. On est devenus meilleurs amis. Mais un mois plus tôt, en janvier 2015, cette amitié prend brusquement fin lorsque Brian Patrick Miller est arrêté pour les meurtres macabres de 2 jeunes femmes, Angela Brosso, 22 ans, et Mélanie Bernas, 17 ans. Angela Brosso a disparu en 1992. Son corps a été retrouvé décapité sur une piste cyclable près du canal d'Arizona. 10 mois plus tard, le corps de Mélanie Bernas a été retrouvé flottant sur le même canal. À l'époque où je travaillais pour le Phoenix Times, je me suis documenté sur les victimes. Tous les policiers de la région sont au courant de ces meurtres atroces. L'ADN avait permis d'établir un lien entre les 2 meurtres. Ils n'ont jamais trouvé le tueur. C'était l'une des affaires criminelles non élucidées les plus célèbres de l'État. C'était horrible. Toute la ville tremblait. Mais 20 ans plus tard, une généalogiste qui utilise les bases de données en ligne pour ses recherches a accès à l'ADN recueilli par les enquêteurs et trouve une correspondance avec le nom de famille Miller, ce qui l'a conduit jusqu'à Brian. L'ADN de Brian Patrick Miller coïncidait avec celui retrouvé sur les corps. Le 13 janvier 2015, Miller est arrêté. Il a alors 42 ans. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. C'était incompréhensible. Je n'avais aucune raison de penser qu'il pouvait être impliqué. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à le regarder différemment.
Certains ont noté des similitudes entre les victimes de Brian Patrick Miller et la mort d'Adrienne Salinas. C'étaient des femmes plutôt jeunes, qui étaient seules au moment des meurtres. Les corps ont été retrouvés dans la nature. Je ne savais rien jusqu'à son arrestation. J'ai découvert son passé en lisant les journaux. Il avait déjà été arrêté. Il avait poignardé quelqu'un à Washington et à Paradise Valley. Après l'arrestation de Miller, Keane décide de contacter la police de Tempe. Je suis allé chez Brian et j'ai vu la police barricader les lieux. Et j'ai entendu quelqu'un mentionner Adrienne Salinas. Je me souvenais de l'avis de recherche, parce que je trouvais qu'elle ressemblait à ma sœur. Alors j'ai fait des recherches. Keane passe en revue les anciennes publications de Miller sur les réseaux sociaux et pense découvrir un lien. Le week-end où Adrienne a disparu, Brian était allé à un barbecue dans le même quartier. J'en ai informé l'inspecteur Alan Heikey à Tempe. Et je lui ai donné l'adresse. C'était pas très loin. Ça pouvait se faire à pied. Peut-être que Brian Patrick Miller avait aussi tué Adrienne Salinas. Quand Keane nous a contactés, il détenait une pièce du puzzle. Si Brian Patrick Miller avait tué Adrienne, il fallait le faire condamner pour ça aussi. Nos collègues de Phoenix l'avaient placé en détention pour 2 affaires datant des années 90. Le département des affaires non classées m'a appelé pour me demander s'il était possible que Miller soit aussi impliqué dans l'affaire Adrienne Salinas. Il fallait qu'on vérifie. Le domicile de Miller a été perquisitionné à la recherche de preuves le liant à Adrienne. Sur place, la police découvre le logement d'une personne qui ne jette rien. Les pièces sont encombrées du sol au plafond. Le type qui menait la perquisition m'a demandé « De quoi tu as besoin pour prouver son implication dans l'affaire Adrienne Salinas ?» J'ai répondu de son téléphone, de quoi que ce soit avec son nom dessus ou qui puisse lui appartenir. Malheureusement, la fouille n'a rien donné. Lors de ses entretiens avec la police, Miller, qui avait 20 ans au moment des meurtres du canal, nie toute implication dans ces 2 affaires, mais reconnaît qu'il habitait près du canal et qu'il empruntait ses pistes cyclables. Il est incapable d'expliquer comment son ADN s'est retrouvé sur les lieux des 2 crimes. Néanmoins, aucune question ne lui est posée concernant Adrienne. Brian Patrick Miller acceptait d'aborder certains sujets avec la police, jusqu'à ce que son avocat l'apprenne et qu'il lui demande d'y mettre un terme. Les 2 meurtres ont eu lieu dans les années 90. C'est bizarre de commettre 2 crimes aussi sanglants et de s'arrêter là. Il présentait un intérêt pour notre enquête et je n'aurais pas été étonné qu'il ait commis d'autres crimes du même ordre. Lors de son arrestation, Miller figure également sur une courte liste de suspects concernant la disparition d'une petite fille, Brandy Myers, 13 ans, qui vivait dans le quartier Sunny Slope de Phoenix. Je m'appelle Christine Dennis. Je suis la petite sœur de Brandy Myers. J'étais très proche de Brandy. On était comme les doigts de la main. On partageait le même lit, on était tout le temps ensemble. Malgré tout, on menait 2 vies très différentes. Elle suivait un enseignement spécialisé parce qu'elle avait des difficultés d'apprentissage et qu'il lui fallait un accompagnement personnalisé. Mais Brandy était adorable. Elle était toujours prête à aider ou à jouer avec ceux qui étaient mis à l'écart. Le 26 mai 1992 était une journée ordinaire. Brandy devait récolter de l'argent pour un challenge de lecture. Elle avait lu les livres. Il était temps de collecter les fonds. Nos parents nous interdisaient de sortir de ce périmètre. Alors, elle a fait toutes les maisons entre chez nous et l'école.
L'appartement qu'on partageait avec nos parents en 1992 se trouvait dans cette résidence. C'était celui du coin, au premier étage. J'étais accoudée au balcon et quand elle est partie, je l'ai regardée tourner au coin de la rue. Après son départ, j'ai eu comme un mauvais pressentiment, une impression qu'il allait se passer quelque chose de grave. Je l'ai vue traverser le bosquet et elle a disparu. Brandy n'est jamais rentrée chez elle et malgré des recherches intensives, elle n'a jamais été retrouvée. Après l'arrestation de Brian Patrick Miller, la police de Phoenix se demande si l'homme ne serait pas également responsable de la disparition de Brandy, puisqu'il ne vivait qu'à quelques rues de là. C'est ici qu'on l'a vue en dernier. Elle allait dans cette direction. Elle a frappé à cette maison et la suivante était celle de Brian Patrick Miller. On ne l'a plus revue ensuite. Je suis persuadée que Brian Patrick Miller a tué ma sœur. C'est la seule explication logique. Après l'arrestation de Miller pour les meurtres du canal, la police divulgue à Christine des informations à son sujet, fournies par son ex-femme. Les policiers de Phoenix m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit, avant de commencer, on voudrait vous prévenir que ce qu'on a à vous dire est très choquant et perturbant. Vous êtes sûr de vouloir savoir? J'ai dit, bien sûr. J'ai attendu toute ma vie de savoir ce qu'il est arrivé à ma sœur Brandy. Apparemment, Brian Patrick Miller aurait raconté à sa femme qu'il l'avait fait entrer dans la maison, une petite handicapée, et qu'il l'avait poignardée. Il fallait qu'il se débarrasse du corps, alors il l'a découpé en morceaux qu'il a placés dans des sacs poubelles. Ma sœur a fini à la décharge, comme un simple tas d'ordures. Son ex-femme avait peur de lui, alors elle n'a jamais soufflé mot de tout ça jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. La police de Phoenix m'a tout expliqué. À l'époque, ça ne m'a pas du tout réconfortée, mais ça m'a motivée à me battre pour ma sœur. Lors de ce premier entretien, l'inspecteur chargé de l'affaire m'a raconté tous ces détails. Puis, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Maintenant, à vous de jouer. On fait tout notre possible. Ça fait 2 fois qu'on essaie de porter l'affaire devant les tribunaux et on est débouté à chaque fois. Alors, à vous de jouer. » J'ai pris ça pour un défi et j'ai accepté de le relever. Après avoir entendu les horreurs que ma sœur avait subies, je n'allais quand même pas reprendre le cours de ma vie comme si de rien n'était. J'en ai fait ma priorité. De nombreuses années se sont écoulées entre la disparition de Brandy Myers et l'arrestation de Brian Patrick Miller. Rien ne prouve qu'un crime a été commis et Miller continue de clamer son innocence dans cette affaire. Mais d'après Keene, beaucoup de coïncidences gênantes semblent désigner Miller comme le tueur d'Adrienne Salinas. Au moment de la disparition d'Adrienne, Brian souffrait d'une grave dépression. Il était en colère et il le faisait savoir. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'était de prendre ses distances et de le laisser vider son sac. On le laissait déblatérer sur les femmes et les relations amoureuses. Le 15 juin 2013, vers l'heure où Adrienne a appelé un taxi, Brian prévoyait d'aller faire un tour à pied ou à vélo très tôt le matin. Brian avait proposé à ses amis d'aller faire du vélo avec lui ce samedi matin. Très tôt, au lever du soleil, voire avant. Personne n'avait répondu. Alors il avait renchéri en se moquant. « Bande de feignants, j'irai tout seul. »
Et s'il était tombé sur cette pauvre fille, sans que personne le voie, qui sait de quoi il était capable? On sait que Brian Patrick Miller s'est rendu à une fête dans le quartier d'Adrienne le soir où la jeune femme a disparu. Et on sait aussi qu'il connaissait bien les montagnes où le corps d'Adrienne a été retrouvé. Brian travaillait au Festival Renaissance, organisé chaque année au pied de ces montagnes. Donc, il connaissait bien la région. Il y a des similitudes entre les victimes de Brian Patrick Miller et l'affaire Adrienne. On aimerait lui parler. Mais l'avocat de Miller lui a déconseillé de parler d'Adrienne à la police. On ne peut pas l'écarter. C'est un suspect potentiel. Mais d'abord, Brian Patrick Miller, le zombie hunter, doit être jugé pour les 2 homicides des années 90. En attendant, la police de Tempe se concentre sur son affaire. On continue d'enquêter sur les indices qu'on reçoit, et certains sont récents. Ce que je peux vous dire au sujet d'Adrienne, c'est qu'étant donné le contexte de fête et le nombre important d'invités venus d'horizons très différents, tout ça dans un quartier très peuplé, les possibilités sont infinies. Les enquêteurs doivent tenir compte des autres suspects qu'ils ont interrogés. Tom Simon Jr. et le petit ami d'Adrienne, Fran. Ils clament toujours leur innocence et à ce jour, personne n'a été mis en examen pour enlèvement ou meurtre. Les hypothèses et les faux espoirs pèsent lourd sur Rick Salinas et sa famille. Il attend toujours que justice soit faite pour Adrienne. J'aimerais que l'affaire soit résolue le plus vite possible pour que sa famille puisse faire son deuil, pour que justice soit faite et pour que le monstre qui a fait ça soit puni. La justice, ce serait que le responsable soit condamné et mis en prison pour qu'il ne puisse plus faire la même chose à une autre famille. Voilà ce qui rendrait justice à Adrienne. Cette enquête et cette affaire ont dévoré toute notre vie. Si quelqu'un sait ou pense savoir quelque chose, qu'il parle. Les années passent et les journaux en parlent moins. C'était quelqu'un de formidable qui méritait de vivre. Je ne veux pas qu'on l'oublie. J'ai tatoué son nom sur mon bras et j'ai fait faire un ange ici. Je repense au bon moment et au privilège d'être père. Tout le monde n'a pas cette chance. J'encourage tous les parents à serrer leurs enfants dans leurs bras. Dans la banlieue résidentielle de Springfield, dans le Missouri, le temps semble s'écouler différemment. Ici, les maisons de briques aux façades soignées s'alignent le long de rues calmes, où le bruit des tondeuses le samedi matin constitue la bande-son habituelle de la vie domestique. C'est dans ce décor, aux allures de carte postale, que Diane Stott, une femme à l'apparence ordinaire, avait construit son existence. Infirmière dévouée, mère de 2 enfants, Rachel et Sean, et épouse de Mark, un technicien en chauffage, Diane représentait pour quiconque croisait sa route la quintessence de la stabilité. Elle était celle vers qui l'on se tournait en cas de besoin, organisée, toujours tirée à 4 épingles, portant son uniforme bleu comme un insigne de droiture morale. Sa présence au sein de la communauté locale était rassurante, presque indispensable. Elle participait aux activités de l'Église, s'impliquait dans les événements scolaires et gérait son foyer avec une rigueur que beaucoup lui enviaient secrètement. Pour les voisins, les Stott n'étaient pas simplement une famille, ils étaient le pilier sur lequel reposait l'harmonie du voisinage, une unité solide soudée par les épreuves quotidiennes, et un engagement mutuel que nul ne semblait oser remettre en question. Cependant, la notion de normalité est une construction fragile, une mise en scène dont les coulisses restent souvent dissimulées derrière le rideau de la vie privée. Si les apparences étaient impeccables, l'intérieur de leur foyer racontait une toute autre histoire. Le mariage de Diane et Mark, qui durait depuis plus de 20 ans, n'était pas le conte de fées que les photos de famille affichées sur les réseaux sociaux laissaient transparaître. Il était le théâtre d'une lassitude profonde, d'un désamour silencieux qui s'était lentement cristallisé au fil des années.
Mark, décrit par son entourage comme un homme humble et travailleur, ne répondait plus aux attentes de Diane. Pour cette dernière, la routine n'était pas un confort, mais une prison. Chaque dîner pris ensemble, chaque conversation banale sur la pluie ou le travail devenait pour elle une source d'irritation sourde. Elle se sentait piégée dans une vie qu'elle avait elle-même bâtie, mais dont elle ne voulait plus les responsabilités. C'était une insatisfaction qui ne se manifestait pas par des cris ou des disputes éclatantes, mais par un repli froid, une distance émotionnelle calculée qui transformait leur maison en un espace de cohabitation glacée. Cette atmosphère pesante ne frappait pas seulement les parents. Elle imprégnait les murs, influençant subtilement la dynamique de la fratrie. Rachel et Shaun, en pleine transition vers l'âge adulte, évoluaient dans ce climat où le non-dit dominait largement la parole. Rachel en particulier semblait porter le poids des attentes maternelles avec une intensité déconcertante. La relation entre une mère et sa fille est souvent complexe, mais dans le cas de Diane et Rachel, elle était devenue fusionnelle d'une manière trouble. Diane n'exerçait pas seulement une autorité parentale classique. Elle projetait sur sa fille ses propres désillusions, ses propres amertumes. Elle avait réussi, à travers une influence psychologique puissante, à faire de Rachel non pas une alliée, mais une extension d'elle-même capable de ressentir son mécontentement comme si c'était le sien. C'est là que le vernis de la normalité commence à se fissurer dans cette complicité toxique qui ne reposait pas sur l'affection, mais sur une forme de manipulation émotionnelle où Diane dictait la perception du monde de sa fille. Pour le spectateur extérieur, tout cela restait invisible. Diane était passée maître dans l'art de la dissimulation sociale. Son travail d'infirmière lui conférait une aura d'autorité et de bienveillance qui agissait comme un bouclier. Qui aurait pu soupçonner qu'une professionnelle de la santé vouée à préserver la vie puisse nourrir des pensées si sombres personne, car la société a tendance à accorder une confiance aveugle à ceux qui se consacrent aux soins des autres. Diane exploitait cette faille cognitive avec une précision redoutable. Elle savait exactement quel rôle jouer pour éviter toute suspicion. Ses interactions avec les autres parents, ses collègues et ses amis étaient calibrées pour renvoyer l'image d'une femme accablée par les difficultés de la vie, mais toujours courageuse, toujours debout. C'était un jeu d'acteur constant, une performance de chaque instant où la moindre émotion était maîtrisée, le moindre regard calculé. Pendant que les autres familles de Springfield vivaient leur joie et leur peine, avec une certaine spontanéité, les Stott, eux, vivaient dans une chorégraphie mortifère. Mark, quant à lui, semblait être le dernier à comprendre l'ampleur du désert affectif qui l'entourait. Il continuait de se lever chaque matin pour aller travailler pensant peut-être que la routine finirait par apaiser les tensions, ignorant totalement que dans l'esprit de son épouse, son existence même était devenue une anomalie à corriger. Il n'était plus un compagnon ni un père de famille. Il était devenu un obstacle sur le chemin d'une liberté fantasmée. Le cadre était ainsi posé une maison banale, des visages souriants, une respectabilité sociale irréprochable, et au centre une femme dont la capacité d'empathie avait été remplacée par une froide détermination. Ce contraste entre la banalité du décor et la noirceur des intentions est ce qui rend cette affaire si troublante. Elle nous rappelle que le mal ne frappe pas toujours à la porte sous une forme monstrueuse. Parfois, il s'installe à table, partage le repas et vous observe avec un calme olympien attendant le moment opportun pour que le silence de la normalité soit brisé cette fois-ci de manière irréversible. L'illusion était parfaite et c'est précisément cette perfection qui permettait au danger de s'épanouir en toute impunité juste sous le nez de ceux qui, croyant bien connaître leur voisine, ne faisaient en réalité qu'effleurer la surface d'une réalité bien plus obscure. La mise en place était faite, et les rouages de cette tragédie domestique alimentée par une ambition aussi égoïste que cruelle commençaient à s'actionner dans l'ombre, loin des yeux de ceux qui croyaient vivre dans un monde où de telles choses ne pouvaient simplement pas arriver. À mesure que les mois s'écoulaient, la maison des Stott devenait le théâtre d'une mutation lente et silencieuse. Ce qui avait commencé comme un mécontentement passager de la part de Diane s'était progressivement transformé en un système de pensée structuré presque doctrinaire. Le ressentiment, autrefois une ombre fugace derrière un sourire poli, était devenu le pilier central de son existence. Dans l'intimité du foyer, le langage de Diane avait changé. Elle ne s'exprimait plus en termes de nous ou de famille, mais en termes de charge de poids et de contraintes. Mark, son époux, était passé du statut de partenaire
à celui d'une entité encombrante, un élément qui, selon sa vision déformée de la réalité, empêchait l'épanouissement futur qu'elle pensait mériter. Il est fascinant et effrayant à la fois de constater comment une perception peut être altérée au point de transformer une vie humaine en un simple problème logistique à résoudre. Diane ne voyait plus un homme en face d'elle, mais un obstacle mathématique à supprimer pour rétablir une équation financière et émotionnelle qu'elle jugeait défavorable. C'est dans ce climat de déshumanisation que la relation entre Diane et sa fille Rachel a atteint un seuil critique. Si le reste du monde voyait une mère et sa fille partageant une complicité normale, la réalité était bien plus sombre. Rachel, jeune femme vulnérable en quête de repères, était devenue le réceptacle des frustrations maternelles. Diane, avec une habileté de marionnettiste, avait réussi à instiller en elle une vision du monde où la famille était une ennemie. Elle a commencé à isoler Rachel des influences extérieures, à lui murmurer des plaintes incessantes sur la dureté de la vie, le manque d'argent, et surtout sur la responsabilité supposée de Mark dans leur malheur collectif. Ce n'était pas une éducation, mais un endoctrinement. Rachel, cherchant désespérément l'approbation d'une mère qu'elle considérait comme une autorité absolue, a absorbé ce poison émotionnel sans filtre. Elle a fini par adopter les griffes de Diane comme sien, développant une forme de loyauté aveugle et destructrice. Ce lien fusionnel, loin d'être un refuge, est devenu le catalyseur de la tragédie à venir. Dans ce microcosme familial, la communication était devenue une arme. Les silences à table n'étaient pas des moments de repos, mais des périodes de tension électrique où chaque mot était pesé. Diane, forte de ses connaissances médicales, observait les habitudes de chacun avec une attention presque clinique. Elle notait les horaires, les habitudes alimentaires, les moments de faiblesse. Cette observation, qui aurait pu être celle d'une mère attentive, était détournée pour devenir un outil de planification. Elle ne cherchait pas le bien à être de ses proches, mais leurs failles les interstices par lesquels elle pourrait infiltrer sa volonté. C'est à ce stade que le foyer a cessé d'être un sanctuaire pour devenir un laboratoire d'intentions malveillantes. Chaque geste de Mark, qu'il s'agisse de son désir de maintenir une stabilité financière ou de ses petites attentions, était interprété par Diane et répercuté à Rachel comme une preuve supplémentaire de sa nuisance. La manipulation était totale, enveloppée dans un vernis de normalité si épais qu'il rendait toute détection extérieure impossible. Il est nécessaire de souligner que, durant cette période, aucune explosion n'a eu lieu. C'est sans doute ce qui est le plus déconcertant. Aucune scène de ménage retentissante, aucune fuite, aucun signal d'alarme pour les voisins. La vie suivait son cours rythmé par les cycles immuables de l'école et du travail. C'est cette normalité poussée à son paroxysme de banalité qui a permis à Diane de préparer son acte en toute quiétude. Le mal, dans sa forme la plus pure et la plus dévastatrice, ne cherche pas l'éclat ou le chaos immédiat. Il préfère le silence, la patience et surtout la dissimulation. Diane Stott n'agissait pas sous le coup d'une impulsion passionnelle. Elle agissait avec une froideur glaciale, une détermination qui nécessitait une préparation minutieuse. Elle a commencé à consulter des sources, à se renseigner, à explorer des voies qui n'avaient rien à voir avec les soins infirmiers qu'elle pratiquait officiellement. À mesure que les idées noires prenaient racine, une étrange sérénité a commencé à émaner de Diane. Libérée de ses scrupules par la conviction profonde que son plan était d'une certaine manière une forme de libération, elle a commencé à agir avec une assurance déconcertante. Rachel, sous son influence, semblait elle aussi s'être détachée de toute moralité conventionnelle, adoptant la vision de sa mère comme une vérité absolue. Elle formait désormais un duo étrange, unis par un secret lourd qui les isolait du reste de l'humanité, y compris de Sean, le fils qui, dans son innocence, ne percevait pas encore que l'air dans la maison était devenu toxique. Il restait en marge un témoin passif d'une dynamique qu'il ne pouvait pas encore comprendre et qui, sans le savoir, était déjà en train de se resserrer autour de lui. La tragédie n'est pas survenue par hasard, elle a été patiemment construite brique après brique dans l'ombre de ce quotidien que tout le monde enviait. Cette étape de la vie des Stott nous montre que les apparences ne sont pas simplement trompeuses, elles sont souvent le masque sous lequel les intentions les plus sombres prennent le temps de mûrir. Pour Diane, le monde extérieur n'était qu'un public, et sa vie domestique une scène où elle jouait le rôle principal, tout en écrivant elle-même un script dont la conclusion ne pouvait qu'être fatale.
En observant cette phase de préparation, on ne peut s'empêcher de frissonner face à la capacité humaine à compartimenter et à isoler ses actes les plus monstrueux de sa propre image publique. Diane n'était pas une étrangère venue troubler la paix d'une famille. Elle était en son sein le moteur d'une lente érosion, la main qui, par petites touches, déplaçait les éléments vers un point de non-retour, sans que personne, pas même le plus vigilant des observateurs, ne puisse deviner la catastrophe qui couvait sous la surface parfaitement lisse de cette existence suburbaine. Au fur et à mesure que les mois s'égrenaient la frontière entre la vie domestique et le projet macabre de Diane Stott devenait de plus en plus poreuse. Ce n'était plus simplement une question de ressentiment ou d'amertume latente. C'était devenu une obsession active, une trajectoire sur laquelle elle avait entraîné sa fille Rachel. La maison, autrefois, un lieu de refuge, s'était transformée en un laboratoire clandestin où la moralité avait été reléguée au second plan, loin derrière une logique purement utilitaire. Dans cet univers restreint, Diane avait réussi à instaurer une hiérarchie des besoins, le confort et la liberté de sa propre vision de l'avenir primaient sur toute considération éthique humaine ou filiale. L'influence qu'elle exerçait sur Rachel n'était plus de l'ordre de l'éducation, mais de l'endoctrinement pur et simple. Rachel, déconnectée de ses propres repères moraux par la force de persuasion d'une mère qu'elle vénérait, était devenue une exécutante zélée, une complice, dont la psychologie avait été patiemment modelée pour accepter l'inacceptable. C'est durant cette phase cruciale que les recherches de Diane ont franchi le seuil du virtuel pour s'ancrer dans la réalité matérielle. L'accès aux informations sur les substances toxiques, facilité par ses connaissances en tant qu'infirmière, lui a permis de sélectionner des méthodes qui, selon sa vision, semblaient indétectables ou du moins susceptibles de passer pour des accidents naturels. L'idée de faire passer des actes volontaires pour le destin ou pour une fatalité biologique était le socle de son arrogance intellectuelle. Elle croyait en sa capacité à tromper non seulement son entourage, mais également le système médical. Cette confiance aveugle en sa propre supériorité est sans doute ce qui rend son comportement si glaçant. Elle ne se voyait pas comme une criminelle, mais comme une stratège, opérant dans les marges d'un système qu'elle pensait maîtriser parfaitement. L'atmosphère au sein de la famille était devenue presque surréaliste. Pendant que le reste du monde observait une famille ordinaire des parents qui se rendaient au travail, des enfants qui allaient à l'école, des repas partagés, une dynamique de mort s'était installée sous le toit. Il y avait une sorte de normalité perverse qui régnait dans la maison. On discutait, on riait, parfois on gérait les factures, tout en préparant dans les coulisses de la conscience l'inéluctable. C'était le triomphe de la compartimentation. Diane et Rachel avaient réussi à isoler leurs actions criminelles de leur identité publique. Elles vivaient deux vies en parallèle, l'une faite de civisme et de banalité suburbaine, l'autre de plus en plus envahissante, centrée sur la planification de la disparition de Mark. Pour elles, cet homme n'était plus le pilier de la famille, mais une variable encombrante qu'il fallait éliminer pour permettre à leur existence de se restructurer selon leurs désirs. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la passivité avec laquelle cette transition s'est opérée. Il n'y a pas eu de point de bascule soudain, mais plutôt une érosion continue des limites. Chaque petit acte, chaque pensée exprimée, chaque décision prise dans le secret renforçait la conviction que leur plan était la seule issue possible. Elles se parlaient, s'encourageaient mutuellement, validant leurs intentions respectives. Cette validation croisée créait un écho infernal où les doutes, s'ils en avaient eu, étaient immédiatement étouffés par le soutien de l'autre. La complicité entre la mère et la fille s'était transformée en un pacte scellé par le silence, un lien indéfectible qui excluait toute autre considération. Sean, le fils, restait dans cette maison un élément étranger, une figure périphérique, dont la vie ne semblait pas peser lourd face à la détermination de Diane. Son existence même était devenue une gêne collatérale, dans une équation qui, dans l'esprit de sa mère, ne pouvait plus admettre la présence de ceux qui ne servaient pas ses desseins. Alors que le temps s'écoulait inexorablement, la planification est devenue une routine aussi banale que de préparer la liste de courses. Les outils du crime ont été intégrés dans le quotidien avec une discrétion absolue. Diane, forte de son expertise, savait comment dissimuler ses intentions derrière un masque d'infirmière compatissante, cette même compatibilité qui, ironiquement, était censée être le garant de sa moralité auprès de ses pairs. C'est là que le contraste devient le plus frappant. L'instrument même de son statut social, le soin aux autres, était retourné contre eux.
Chaque jour qui passait augmentait la confiance de Diane en son scénario. Elle se sentait intouchable, protégée par le vernis de sa propre réputation. Elle voyait la vie de Mark comme une simple donnée, une pièce d'un jeu d'échecs qu'elle pouvait déplacer à sa guise, oubliant que derrière chaque pièce, il y avait une réalité humaine qu'elle ne pouvait pas effacer si facilement. Le moment fatidique se rapprochait non pas comme une tempête soudaine, mais comme une ombre qui s'allonge sur le sol au crépuscule. L'irréparable était déjà en germe prêt à éclore, porté par cette froideur méthodique qui caractérise les esprits ayant totalement renoncé à l'empathie. Il n'y avait plus de place pour le regret ni pour la pitié. Le foyer des Stott était devenu le réceptacle d'une noirceur insoupçonnable, une cellule familiale, où le lien du sang, au lieu d'être une protection, était devenu le moyen par lequel la trahison s'infiltrait. C'était le calme avant l'orage, ce moment suspendu, où les intentions, bien que non encore pleinement réalisées, étaient déjà irrévocables. Diane et Rachel, dans leur bulle, n'étaient plus seulement des individus. Elles étaient les moteurs d'une tragédie qu'elles pensaient contrôler sans comprendre que le moindre grain de sable dans leur mécanique bien huilée suffirait à faire s'effondrer toute leur mise en scène. Et pourtant, dans cet état de cécité volontaire, elles continuaient d'avancer pas après pas vers l'abîme, persuadées que le monde ne remarquerait jamais la disparition de ce qui pour elles n'avait plus aucune valeur. La mise en place était achevée. Le rideau déjà légèrement écarté s'apprêtait à laisser apparaître une réalité dont la brutalité allait très bientôt secouer les fondations mêmes de leur existence suburbaine. Le 1er avril 2012, dans la quiétude matinale de Springfield, le destin de la famille Stott a basculé dans une obscurité dont personne ne soupçonnait encore l'origine artificielle. Lorsque les services d'urgence ont été appelés au domicile des Stott, l'atmosphère était celle d'une tragédie domestique classique, un appel paniqué, une détresse apparente et l'effondrement brutal d'un pilier de la famille. Mark, cet homme discret qui, quelques heures plus tôt, menait une vie en apparence banale, venait de s'éteindre soudainement. Pour les premiers intervenants, tout semblait indiquer une crise cardiaque, une mort naturelle, survenue trop tôt comme le sort en réserve parfois aux familles les plus méritantes. Diane, en veuve, dévastée, a joué son rôle avec une précision chirurgicale, son expertise d'infirmière, lui permettant d'afficher une réaction qui, aux yeux des secouristes, semblait empreinte d'une dignité douloureuse. La scène, bien que tragique, ne portait aucune trace de lutte, aucun signe extérieur de violence qui aurait pu éveiller le moindre soupçon chez les policiers présents. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du décès, la communauté de Springfield a manifesté un élan de solidarité immédiat. Mark était apprécié, et voir cette famille brisée par ce qui apparaissait comme un cruel caprice du sort a suscité une vague de compassion sincère. Diane était au centre de toutes les attentions, une figure de force silencieuse qui, tout en pleurant son époux, semblait tenir la maison à bout de bras. Elle incarnait cette image de la femme courageuse, celle qui, malgré la douleur, continue de veiller sur les siens. Personne n'aurait pu imaginer, en observant Diane accueillir les condoléances avec des yeux humides, que cette même femme avait au cours des semaines précédentes orchestré le dénouement de cette tragédie dans le secret de son esprit. Pour elle, le décès de Mark n'était pas le point final d'une vie, mais l'aboutissement d'un projet minutieusement planifié, une étape nécessaire vers une libération qu'elle jugeait méritée. Le processus post-mortem, dans ce cas précis, a été enveloppé dans une sorte de voile de banalité administrative. La cause du décès a été rapidement attribuée à des problèmes cardiaques, une conclusion qui, en l'absence de signes suspects, a satisfait les autorités et la famille. Diane, consciente que toute agitation inhabituelle pourrait attirer l'attention, a veillé à ce que les rites funéraires se déroulent sans accroc. Chaque étape était calculée pour renforcer l'illusion de la malchance. Elle acceptait les fleurs, les paroles de réconfort et les visites de voisinage avec une maîtrise émotionnelle presque déconcertante. C'était une performance théâtrale jouée en temps réel, où la douleur n'était qu'un costume qu'elle portait pour mieux dissimuler sa satisfaction intérieure. Rachel, sa fille, restait dans son ombre agissant comme le reflet de cette mise en scène, confirmant par son comportement silencieux et soumis que la version officielle des événements était la seule vérité. Cependant, dans le silence de la maison, désormais vidée de la présence de Mark, une tension résiduelle persistait. Pour Diane, l'élimination de Mark n'était pas la fin du processus, mais le début d'une nouvelle phase de son existence qu'elle imaginait plus fluide et moins contraignante.
Elle se sentait soulagée, libérée du poids qu'elle s'était elle-même imposé. Ce sentiment de toute puissance, né de la conviction qu'elle avait réussi à tromper le système médical et policier, lui donnait une assurance nouvelle. Elle pensait avoir enfin effacé l'obstacle qui, selon sa vision déformée, l'empêchait de s'épanouir. Elle ne réalisait pas que le crime, aussi parfait soit-il, laisse toujours des traces d'épices invisibles qui, s'ils sont tirés avec patience, peuvent faire s'écrouler tout l'échafaudage. Elle pensait que le deuil effacerait toute curiosité, mais elle sous-estimait la capacité des enquêteurs à remarquer l'absence de logique derrière la froideur d'une situation en apparence limpide. Le quotidien a repris son cours, mais avec une étrange dissonance. Tandis que la famille tentait de se reconstruire, ou du moins de donner cette impression, des murmures ont commencé à circuler dans le cercle restreint de leurs proches. Ce n'était rien de tangible, juste une sensation, une impression que la réaction de Diane était trop contrôlée, trop mesurée. Certains ont noté l'absence de larmes réelles lors des moments les plus intimes du recueillement, une froideur dans le regard qui tranchait avec le masque de la veuve éplorée. Mais ces doutes étaient rapidement balayés par le respect qu'on doit à ceux qui viennent de subir une perte immense. Diane, avec son habileté habituelle, percevait ces microsignes de méfiance et ajustait son comportement, devenant encore plus vigilante, plus précise dans ses démonstrations de tristesse. Elle manipulait l'opinion publique, comme elle avait manipulé la réalité domestique, convaincue que l'illusion était un rempart infranchissable contre la vérité. La mort de Mark n'était pourtant que la première pièce d'un puzzle macabre qui, sans qu'elle le sache, commençait déjà à se complexifier. La banlieue de Springfield, avec ses apparences paisibles, cachait en son sein une vérité bien plus complexe que ce que les rapports officiels pouvaient consigner. En pensant avoir refermé le chapitre Mark Diane, ouvrait par une ironie tragique la porte à une enquête qui allait peu à peu désagréger le vernis de normalité qu'elle avait mis tant de soin à appliquer. Elle pensait avoir agi pour simplifier sa vie, mais elle venait en réalité de déclencher une spirale d'événements qui allait l'entraîner, elle et sa fille, vers une issue qu'elle n'avait jamais envisagée, l'exposition totale de leur noirceur intérieure. Ce qui devait être le début d'une vie nouvelle n'était en fait que le compte à rebours vers la chute. Une chute amorcée par l'arrogance de celle qui croyait pouvoir dominer le destin par le mensonge. Le voile du deuil simulé était épais, mais il était tissé de fils si fragiles que le moindre souffle de la réalité suffirait à le déchirer. Alors que le deuil officiel se muait en une routine acceptée par le voisinage, le foyer des Stoughton semblait avoir trouvé un nouvel équilibre, un calme plat qui aurait dû être apaisant, mais qui en réalité était d'une anormalité étouffante. Diane, confortée par le succès apparent de sa mise en scène, évoluait avec une confiance qui frôlait l'arrogance. Elle continuait de se présenter comme la veuve courageuse, celle qui, malgré la tragédie, parvenait à maintenir le cap pour ses enfants. Pourtant, au sein de ce microcosme familial, la dynamique était devenue délétère. Rachel, la fille, portait désormais sur ses épaules le poids d'un secret, partageait un fardeau qui la transformait lentement, altérant sa perception du monde et de sa propre moralité. La complicité entre la mère et la fille n'était plus une alliance, mais un huis clos psychologique où l'influence de Diane s'exerçait sans filtre, consolidant une vision de la réalité où la vie humaine perdait toute valeur sacrée dès lors qu'elle devenait un obstacle au confort matériel ou émotionnel. C'est dans ce contexte de tension larvée que le destin a choisi de briser la quiétude retrouvée de manière aussi inattendue qu'effrayante. Quelques mois seulement après le décès de Mark, une nouvelle crise a frappé la maison des Stoughton. Le fils est tombé subitement et violemment malade. Pour les observateurs extérieurs, cet événement est apparu comme une tragique répétition du sort, une accumulation de malheurs qui aurait dû susciter une immense compassion envers cette famille déjà si éprouvée. Les médecins confrontés à des symptômes aussi imprévisibles qu'inexplicables ont entamé un parcours médical complexe, multipliant les examens et les diagnostics sans jamais parvenir à saisir la nature profonde du mal qui rongeait le jeune homme. À l'hôpital, Diane, toujours présente, jouait à nouveau son rôle avec une intensité renouvelée. Elle était la mère dévouée, celle dont on admirait la résilience face à ce second coup du sort qui semblait s'acharner sur les siens. Cependant, à l'intérieur du corps médical, des murmures ont commencé à poindre. La médecine par essence repose sur la recherche de causes et d'effets. Devant une famille frappée à 2 reprises par des pathologies aussi mystérieuses que dévastatrices, l'intuition scientifique a commencé à se substituer à la simple empathie. Les médecins perplexes ont commencé à poser des questions dont les réponses semblaient s'égarer dans les contradictions de Diane. Pourquoi une telle série d'événements?
Quelle était la corrélation entre ces deux crises si rapprochées, chaque examen négatif, chaque piste thérapeutique qui s'essoufflait, ne faisait que renforcer le doute grandissant chez les professionnels de santé. Diane, de son côté, percevait cette méfiance naissante avec une lucidité glaciale. Elle savait que son autorité d'infirmière ne suffirait plus à détourner les soupçons et que chaque minute passée dans les couloirs de l'hôpital augmentait la probabilité qu'une anomalie soit détectée. La maison, elle était devenue un sanctuaire de non-dits. Rachel et sa mère naviguaient dans ce quotidien hospitalier avec une précision mécanique, veillant à ce que le masque de la détresse ne se fissure jamais. Elles partageaient des regards brefs, des échanges codés, une forme de langage muet qui soulignait l'ampleur de leur lien indéfectible et terrifiant. Sean, quant à lui, était devenu le pion central de cette tragédie, une figure innocente piégée dans une dynamique dont il ne saisissait pas les tenants et les aboutissants. Sa souffrance bien réelle et documentée par les rapports cliniques devenait aux yeux de sa mère un nouveau défi à relever un problème à gérer avec la même froideur méthodique qui avait conduit à la fin de son père. Il est troublant d'observer à quel point Diane était capable de compartimenter sa vie d'un côté, le rôle social de la mère aimante et dévouée de l'autre, la réalité d'un esprit qui avait totalement abdiqué toute forme de moralité, prêt à tout pour maintenir le contrôle sur son existence. Ce qui rendait cette situation si insupportable pour les observateurs extérieurs, c'est le contraste saisissant entre la gravité des symptômes de Sean et le calme plat qui semblait émaner de Diane. Elle ne manifestait pas la détresse paniquée d'une mère voyant son fils lutter pour sa survie, mais une forme de gestion opérationnelle presque bureaucratique de la maladie. Cette attitude, interprétée initialement comme un signe de force, commençait à apparaître au fil des jours comme le symptôme d'un déséquilibre profond. Les médecins ont commencé à soupçonner que les causes de ces maladies n'étaient pas à chercher dans les gènes ou le hasard, mais dans l'environnement immédiat de la famille. Cette prise de conscience, bien que encore diffuse et non formulée, marquait le début de la fin pour le vernis de normalité que Diane avait si méticuleusement poli. L'atmosphère autrefois étouffante de secrets commençait à se charger d'une électricité nouvelle, celle de la suspicion. Diane, habituée à être celle qui sait, celle qui maîtrise, commençait à perdre sa emprise sur les événements. Chaque visite médicale, chaque question posée par un médecin devenait un obstacle à contourner, une menace à écarter. La répétition du drame, au lieu de conforter l'illusion de la malchance, avait eu pour effet inverse de mettre en lumière l'anomalie. La tragédie de la famille Stott n'était plus une série d'incidents isolés, mais une trame complexe dont les fils commençaient à se dessiner sous la lumière crue de l'examen clinique. Sans le savoir, Diane était en train de construire par son arrogance et sa persistance les preuves mêmes de sa propre chute. Le destin qu'elle avait tenté de manipuler par le mensonge lui renvoyait maintenant une réalité qu'elle ne pouvait plus contrôler, celle d'une vérité qui, par sa propre force, cherchait à remonter à la surface portée par le doute grandissant de ceux qui, au sein de l'hôpital, refusaient de rester les témoins passifs d'une répétition aussi macabre. À mesure que les jours passaient l'hôpital, ce lieu censé être un sanctuaire de guérison devenait pour Diane Stott le terrain d'un jeu d'échecs complexe où chaque mouvement devenait de plus en plus risqué. Si dans les premières semaines, Diane avait réussi à se draper dans sa blouse d'infirmière, comme dans une armure d'invulnérabilité, les fissures commençaient à se multiplier. Les médecins, dont l'acuité professionnelle avait été stimulée par l'étrangeté persistante du cas de Sean, ne se contentaient plus de traiter les symptômes. Ils commençaient à observer les dynamiques relationnelles dans la chambre de l'adolescent. Ils notèrent des détails infimes, le regard éteint de Rachel, la froideur calculée de Diane, la manière dont elle semblait anticiper les diagnostics avant même que les résultats des analyses ne tombent. Ce n'était plus le comportement d'une mère anxieuse attendant des nouvelles avec espoir, mais celui d'un témoin qui évalue les progrès de son propre plan. Le doute, une fois introduit dans l'esprit des soignants, se propagea comme une traînée de poudre. Chaque observation était désormais analysée sous un angle nouveau. La médecine est une science de précision et face à une récidive pathologique aussi atypique au sein d'une même lignée, les théories biologiques classiques commençaient à laisser place à une intuition plus sombre. On ne parlait pas encore de crime, mais le terme suspect commençait à flotter dans les couloirs sous forme de murmures discrets entre spécialistes. Diane, dont l'instinct était devenu son principal outil de survie, sentait ce basculement atmosphérique. Elle percevait que les sourires de courtoisie du personnel médical se faisaient plus rares, que les questions devenaient plus incisives, plus directes.
L'illusion qu'elle avait bâtie cette forteresse de respectabilité suburbaine était en train d'être sapée par une réalité clinique qu'elle ne pouvait plus infléchir. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'hôpital, le monde continuait de tourner, mais pour Diane et Rachel, le temps semblait s'être figé dans une urgence permanente. Elles n'étaient plus des spectatrices de leur propre vie, mais des actrices en pleine improvisation, forcées de réagir à des variables qu'elles n'avaient pas prévues. La peur, ce sentiment qu'elles avaient cru pouvoir bannir par une planification rigoureuse, commençait à s'immiscer dans leurs échanges. La complicité, autrefois le ciment de leur union, devenait une source de tension. Chaque regard entre la mère et la fille était chargé de questions non formulées. Combien de temps cela va-t-il durer? Qui commence à soupçonner? Que devons-nous dire si on nous interroge? Elles étaient piégées dans une bulle de paranoïa, isolées du reste du monde par le poids de leurs secrets, tandis que les autorités commençaient elles aussi à porter un regard neuf sur le décès de Mark, survenu quelques mois plus tôt. C'est ici que la logique criminelle, si parfaite dans sa conception théorique, se heurte inévitablement à la réalité du monde réel. Elle ne peut pas tout contrôler. En cherchant à écarter, Mark Diane avait ouvert une boîte de Pandore. La mort naturelle, du père autrefois accepté sans réserve, devenait soudainement le point de départ d'une enquête rétrospective. Les enquêteurs, aiguillonnés par les rapports médicaux troublants concernant Sean, ont commencé à revisiter les circonstances du décès du mari. Ils ont fouillé, interrogé et surtout ils ont commencé à tisser des liens là où jusqu'alors personne n'avait osé en voir. La police ne cherchait pas seulement à comprendre ce qui arrivait au fils, mais à situer l'ensemble des tragédies Stott dans un schéma cohérent. Diane, qui se croyait l'architecte de son destin, réalisait avec une terreur grandissante qu'elle était en réalité en train de devenir le centre d'une toile d'araignée qu'elle n'avait pas tissée. La maison des Stott, autrefois un foyer paisible, était devenue le centre d'une attention oppressante. Les voisins qui avaient tant admiré cette famille commençaient à porter des regards chargés d'interrogations. La rumeur, ce vecteur insaisissable mais dévastateur, avait commencé à faire son œuvre. On ne chuchotait plus seulement sur la malchance des Stott. On commençait à se demander ce qui se cachait réellement derrière les portes closes. Diane, avec sa lucidité habituelle, comprenait que son masque social était en train de se craqueler de façon irréversible. Elle tentait de maintenir ses habitudes, de jouer son rôle avec la même rigueur, mais chaque geste était désormais interprété par le prisme du soupçon. Elle était une actrice dont le décor s'effondrait, une femme qui, en voulant se débarrasser de ses contraintes, avait fini par se condamner à une vigilance perpétuelle plus épuisante que la vie qu'elle avait cherché à fuir. Dans l'ombre, le travail des enquêteurs se poursuivait méthodique, implacable. Ils ne se laissaient plus abuser par les larmes ou les justifications cliniques. Ils cherchaient des preuves, des traces, des éléments tangibles capables de transformer l'intuition en certitude judiciaire. Diane, qui s'était crue protégée par son expertise, découvrait trop tard que le crime laisse toujours derrière lui des résidus, des petites choses insignifiantes qui, cumulées, forment un faisceau de présomptions accablant. La répétition du drame avait été son erreur fatale, le grain de sable qui avait grippé sa machine si bien huilée. Elle avait cru pouvoir dominer le destin par la ruse, mais elle avait simplement accéléré sa propre chute, transformant une existence banale en un fait divers d'une noirceur absolue. Alors que les enquêteurs resserraient leur étau, l'atmosphère à l'intérieur du foyer était devenue irrespirable. La tension entre Diane et Rachel était devenue palpable, une sorte de danse macabre, où chacune observait l'autre guettant le moindre signe de faiblesse ou de défection. Elles étaient unies par le crime, mais séparées par la peur de l'inévitable. Le voile de l'illusion était désormais si fin qu'il ne pouvait plus cacher la vérité crue. Le système, si lent à démarrer, s'était mis en mouvement avec une force inéluctable. La tragédie des Stott, autrefois perçue comme un exemple de dignité face à l'adversité, révélait maintenant son vrai visage, celui d'une spirale de manipulation et de destruction portée par une froideur qui avait fini par se retourner contre ses auteurs. L'effritement des certitudes de Diane était total. Elle n'était plus la maîtresse du jeu, mais une proie acculée attendant dans le silence de sa maison que la réalité ne vienne enfin frapper à sa porte pour clore un chapitre aussi sombre que fascinant. Le compte à rebours entamé dès le premier poison administré arrivait à sa conclusion, une conclusion où la justice, portée par la logique et la persévérance, allait enfin triompher de l'arrogance d'une femme qui avait cru pouvoir
Jour joué avec la vie des siens comme avec des pions sur On est guerre. Le basculement définitif ne s'est pas produit lors d'une confrontation spectaculaire, mais au moment où la réalité numérique a rattrapé les manipulations psychologiques. Alors que Diane Stott se pensait protégée par le vernis de son statut social et l'incompétence supposée de ceux qui l'entouraient les enquêteurs, eux avaient changé de paradigme. Ils ne traitaient plus l'affaire comme une série de tragédies médicales indépendantes, mais comme une enquête criminelle structurée. Le point de rupture a été atteint lorsqu'une information capitale, une brèche dans le silence, est parvenue aux oreilles des autorités. Ce n'était pas un aveu direct, mais un faisceau d'éléments disparates, des contradictions dans les témoignages de Diane, des comportements erratiques détectés par le personnel hospitalier et surtout l'émergence de doutes concernant les antécédents de la famille qui a poussé la police à solliciter un accès aux données privées des membres de la famille. Dans l'ère moderne, nos traces numériques sont souvent les témoins les plus fidèles de nos intentions les plus sombres, et pour Diane, ce fut là que tout a commencé à s'effondrer. L'analyse des échanges électroniques entre Diane et sa fille Rachel fut un choc pour les enquêteurs. Ce qu'ils ont découvert derrière les écrans n'était pas la correspondance habituelle entre une mère aimante et son enfant, mais une cartographie précise de la préméditation. Ils ont mis la main sur des recherches Internet qui, dans le contexte de la mort soudaine de Mark et de la maladie persistante de Shaun, prenaient une dimension terrifiante. Les requêtes portaient sur les méthodes d'administration de substances toxiques, sur la détection des poisons dans le sang et sur la manière dont les symptômes se manifestaient au fil du temps. Chaque clic, chaque requête tapée dans la barre de recherche au cœur de la nuit constituait une brique supplémentaire dans l'édifice de culpabilité que les enquêteurs étaient en train de construire. Ce n'était pas seulement de la curiosité morbide, c'était la preuve tangible d'un processus décisionnel conscient, méthodique et surtout partagé. Diane, forte de ses connaissances d'infirmière, avait cru que son expertise lui permettrait de choisir des moyens indétectables des poisons dont les effets pouvaient être confondus avec des pathologies naturelles. Elle avait sous-estimé une chose essentielle, la persévérance de la science médico-légale. Lorsque les autorités ont décidé de procéder à l'exhumation du corps de Mark et à des analyses toxicologiques approfondies sur Shaun, la mascarade a cessé d'exister. Les résultats furent sans appel. Ce qui était passé pour une crise cardiaque et une maladie mystérieuse s'est révélé être le résultat d'une intoxication volontaire par l'antigel. Le composé chimique pourtant simple avait été utilisé avec une précision criminelle. Dans le secret de leur foyer, Diane et Rachel avaient orchestré une agonie lente, une série d'administrations répétées, calibrées pour ne pas alerter immédiatement les secours, tout en affaiblissant irrémédiablement les organismes de leur cible. La découverte de ces preuves a agi comme une onde de choc au sein du service de police. Les enquêteurs qui avaient côtoyé Diane au chevet de son fils, qui avaient vu cette femme pleurer de fausses larmes et exprimer une compassion feinte, se sont retrouvés face à l'abîme. Il est difficile de concevoir même pour des professionnels habitués aux pires aspects de la nature humaine, la froideur nécessaire pour administrer un poison à son propre mari et à son propre fils tout en maintenant une façade de dévouement public. Ce n'était plus seulement une affaire de meurtre, c'était une affaire de trahison fondamentale. Diane avait renversé tous les codes de la cellule familiale. Elle n'était plus la protectrice, elle était le prédateur, et le plus glaçant, c'était la participation active de Rachel. La jeune femme, initialement perçue comme une victime collatérale de la perte de son père et de la maladie de son frère, s'est révélée être une complice active, une ombre portée de sa mère ayant intégré cette logique destructrice comme une vérité nécessaire. Le moment où les enquêteurs ont décidé de passer à l'action est un instant charnière. Diane, qui s'était crue intouchable, a été confrontée à la réalité lors d'une série d'interrogatoires qui allaient progressivement démanteler son univers. Il n'y a pas eu de violence, pas de cris, mais une montée en puissance de la pression psychologique. Face aux preuves numériques, aux résultats toxicologiques et aux contradictions flagrantes dans ses récits, Diane a commencé à voir son masque s'effriter. Elle essayait encore et toujours de manipuler le discours, de proposer des explications alternatives, de se poser en victime des circonstances, mais chaque nouvelle tentative ne faisait que l'enfoncer davantage dans le piège qu'elle avait elle-même préparé. Les enquêteurs froids et méthodiques ont simplement présenté les faits un par un, laissant le poids de la réalité s'abattre sur elle. Pour le spectateur ou l'auditeur, cette étape de l'affaire est sans doute la plus intense, car elle marque la fin du mensonge.
Le vernis de la normalité, ce voile si épais qui cachait la noirceur du foyer Stott, a été déchiré par la simple force des preuves matérielles. Ce n'était plus une question d'opinion, de suspicion ou d'intuition, c'était une question de chimie et de donner des preuves que Diane ne pouvait pas contrer par sa verve ou son statut social. L'effondrement de son autorité morale fut total. En quelques heures, celle qui était respectée comme une infirmière dévouée a basculé dans le statut de criminel avéré aux yeux de tous. Ce fut le moment de vérité où le récit a pris une tournure irréversible, le masque est tombé laissant place à une réalité nue, brutale et surtout implacable. Diane et Rachel, isolées par leurs actes, se sont retrouvées face à l'inévitable tandis que les enquêteurs, avec la satisfaction du devoir accompli, commençaient à écrire les dernières pages d'un dossier dont la cruauté dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer auparavant. C'était la fin de l'illusion, le début de la reddition des comptes, et surtout la levée du rideau sur l'une des histoires les plus troublantes de la chronique criminelle moderne. Le moment où Diane Stott s'est retrouvée dans la salle d'interrogatoire face aux enquêteurs n'était pas celui d'une femme acculée par le remords, mais celui d'une actrice dont la scène venait d'être démantelée sous ses yeux. Durant des mois, elle avait vécu dans l'illusion que sa maîtrise des codes sociaux et son expertise médicale suffisaient à rendre ses actes invisibles. Mais lorsque les inspecteurs ont commencé à poser les dossiers sur la table des preuves numériques, les recherches sur les effets de l'antigel, les relevés financiers, les rapports toxicologiques, le silence a rempli la pièce, un silence épais saturé par le poids de l'inéluctable. Diane, avec sa constance habituelle, a d'abord tenté de maintenir une posture de dignité outragée. Elle a essayé d'user de cette rhétorique qu'elle avait si souvent perfectionnée dans sa vie de tous les jours, celle d'une femme incomprise, d'une mère dévouée dont les intentions avaient été mal interprétées par un système froid et déconnecté. Pourtant, cette fois-ci, ces mots ne trouvaient aucun écho. Chaque tentative de justification se heurtait au mur froid de la réalité matérielle. Les enquêteurs n'étaient plus là pour l'écouter, ils étaient là pour confronter. Et dans cette dynamique, nouvelle Diane a commencé à réaliser que le contrôle, ce socle sur lequel elle avait bâti toute son existence, lui échappait définitivement. C'est à cet instant que sa stratégie de dissimulation a basculé vers une forme de déni défensif, un comportement qui rétrospectivement a scellé son sort. Elle ne cherchait pas la compréhension, elle cherchait à minimiser, à fragmenter les faits pour éviter la vision globale de son crime. Mais les enquêteurs armés d'une patience froide ont commencé à démonter ses arguments point par point, révélant la chronologie précise de ses actions, une chronologie qui ne laissait place à aucun hasard, aucun malheur, aucune tragédie fortuite. La confrontation la plus révélatrice fut sans doute celle concernant le rôle de Rachel. Diane a à plusieurs reprises tenté de protéger ou peut être de justifier l'implication de sa fille. Elle cherchait à préserver l'image de cette relation qu'elle avait elle-même pervertie, comme si en dissociant les responsabilités, elle pouvait encore sauver une part de son autorité maternelle. Mais les preuves de leur complicité étaient trop nombreuses, trop ancrées dans la réalité quotidienne. Les échanges de messages, les planifications, les discussions sur la faisabilité de leurs actes ont mis en lumière une dynamique mère-fille qui a horrifié ceux qui l'observaient. Ce n'était pas de l'amour maternel. C'était un endoctrinement profond, une transmission de noirceur, où Rachel avait été façonnée pour devenir l'instrument et le témoin de la volonté de sa mère. Cette révélation, au-delà du meurtre lui-même, a été le coup de grâce pour l'image de Diane. Elle n'avait pas seulement tué son mari, et tenté de tuer son fils. Elle avait irrémédiablement brisé l'âme de sa propre enfant. À mesure que les heures s'écoulaient, la façade de Diane a fini par se fissurer totalement. La fatigue nerveuse, ajoutée à l'impossibilité de poursuivre sa performance, a laissé transparaître une vérité bien plus effrayante que ses mensonges, l'absence totale de remords. Ce n'était pas la détresse d'une femme qui réalise l'horreur de ses actes, mais la frustration d'une stratège qui réalise que sa partie est terminée. Elle a commencé à se rétracter, à accuser, à chercher des boucs émissaires, illustrant par son comportement final tout le narcissisme qui avait guidé ses choix. Les enquêteurs, en observant ce dernier acte de déni, ont compris que Diane Stott ne reviendrait jamais sur sa vision des choses. Elle était restée enfermée dans sa propre logique, une logique où Mark et Shaun n'étaient que des pions qu'elle avait le droit de sacrifier. Le passage de la salle d'interrogatoire aux premières étapes de la procédure judiciaire a marqué une transition brutale. De la sphère privée du foyer l'affaire est entrée dans la sphère publique de la justice où les arguments de Diane ont été disséqués par des experts, des procureurs et des jurés. Pour la communauté de Springfield, la nouvelle a été dévastatrice.
La femme qu'ils avaient vue à l'église, celle qui apportait son soutien aux autres, était devenue l'incarnation de la trahison domestique. Il n'y avait plus de place pour le doute. Chaque témoignage, chaque élément de preuve présenté au tribunal venait renforcer l'idée que Diane n'avait pas agi sous le coup d'une impulsion, mais avec une détermination qui glaçait le sang. Elle était en tout point l'antithèse de ce qu'elle avait prétendu être. Ce segment de l'affaire nous force à réfléchir sur la capacité humaine à la compartimentation. Comment une personne peut-elle le matin soigner des patients avec professionnalisme et le soir administrer lentement le poison à ceux qu'elle est censée protéger? La réponse ne réside pas dans une folie passagère, mais dans une altération profonde de la perception de l'autre. Pour Diane, les autres, son mari, son fils, n'étaient pas des êtres humains à part entière, mais des extensions de son propre espace de vie, des éléments qu'elle pouvait gérer, ajuster ou supprimer. Cette déshumanisation, une fois acceptée, permet toutes les atrocités sous couvert de normalité. Alors que les portes de la prison commençaient à se refermer sur Diane et dans une certaine mesure sur Rachel Laffaire, Stott laissait derrière elle un paysage dévasté. La famille n'existait plus, le foyer n'était qu'une coquille vide, et la confiance au sein de la communauté avait été ébranlée. Ce n'était pas seulement une affaire de meurtre résolu, c'était la démonstration que derrière les sourires les plus polis et les vies les plus ordonnées peut se cacher une noirceur capable de tout détruire. Diane Stott, dans son arrogance, avait cru pouvoir écrire sa propre fin, mais elle avait simplement abouti à une conclusion où elle perdait toute sa famille, sa liberté, et en fin de compte, l'illusion qu'elle avait réussi à dominer les destins. Le rideau tombait sur cette étape du récit, laissant les autorités et la société face à un constat amer. Le mal est parfois plus proche qu'on ne l'imagine, dissimulé sous les traits les plus rassurants, attendant patiemment que l'opportunité se présente pour agir dans l'ombre du quotidien. La phase finale de l'enquête n'a pas seulement été une confrontation avec les preuves, elle fut le processus clinique de déconstruction d'une vie entière bâtie sur le mensonge. Alors que le dossier d'accusation s'épaississait, devenant un recueil accablant de préméditation, Diane Stott s'est retrouvée isolée non seulement physiquement par les murs de sa cellule, mais psychologiquement par l'effondrement de son propre narratif. Il est rare de voir une telle obstination dans le déni, une telle capacité à réécrire la réalité alors même que les faits matériels, ces traces indélébiles de l'antigel retrouvées dans les prélèvements, les recherches informatiques et les aveux désormais corroborés hurlaient la vérité. Diane, dans ses derniers échanges avec ses avocats, et les enquêteurs ne cherchaient pas la rédemption. Elle cherchait encore à sauver les débris de son image, comme si en persistant dans sa version des faits, elle pouvait encore infléchir le cours d'une justice devenue désormais une machine implacable. C'est dans ce huis clos judiciaire que la véritable nature de la dynamique entre Diane et sa fille Rachel a été mise à nu. Si Diane représentait l'architecte, Rachel était le maillon exécutant une jeune femme dont la volonté avait été si profondément érodée par l'influence maternelle qu'elle en était venue à considérer le meurtre de son propre père comme une nécessité domestique. La découverte de cette complicité a été pour le public comme pour les magistrats l'aspect le plus déchirant de l'affaire. Comment une mère peut-elle entraîner son enfant dans un abîme aussi profond? La réponse résidait dans une forme de fusion toxique où la loyauté filiale avait été transformée en une arme de destruction. Au tribunal, l'image de Rachel, témoignant consciente de l'horreur des actes qu'elle avait commis sous l'emprise de sa mère, a brisé le dernier rempart de défense de Diane. Ce n'était plus une histoire de famille unie, c'était l'histoire d'une possession psychologique totale. Au fur et à mesure que les audiences succédaient, le vernis de l'infirmière dévouée s'est écaillé pour laisser place à une image de froideur calculatrice. Le procureur, avec une précision chirurgicale, a exposé comment Diane utilisait ses connaissances médicales non pour soigner, mais pour dissimuler ses crimes. Elle savait quels symptômes l'antigel provoquerait. Elle savait combien de temps il fallait pour que les effets soient irréversibles. Et elle savait exactement quoi dire aux médecins pour les orienter sur de fausses pistes. Cette utilisation du savoir comme instrument de mort est sans doute ce qui a le plus choqué les jurés. Elle avait détourné le serment d'Hippocrate pour en faire le manuel de son crime. Chaque jour au tribunal était une nouvelle preuve de sa capacité de manipulation, une démonstration de comment une intelligence vive peut être mise au service d'une noirceur absolue. Le verdict, lorsqu'il est tombé, a acté la fin définitive de cette illusion suburbaine. Pour Diane, la peine a été sans appel, la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Une sentence qui, au-delà de la punition, marquait la reconnaissance officielle de la monstruosité de ses actes. Mais au-delà des barreaux qui allaient désormais rythmer son existence, c'est l'effacement de son influence sur le monde extérieur qui fut la victoire de la justice. Sean, le fils survivant, celui qui avait été le témoin involontaire de la destruction de sa famille, se retrouvait seul pour reconstruire les morceaux d'une identité brisée. Son témoignage empreint d'une douleur silencieuse a souligné l'ampleur des dégâts causés par celle qui aurait dû être sa première protection. Diane n'avait pas seulement volé la vie de son mari, elle avait dérobé à ses enfants la possibilité même d'une enfance normale. En observant la conclusion de cette affaire, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les failles qui permettent à de tels drames de germer. La société, dans sa volonté de croire au rêve américain et à la solidité des structures familiales, a tendance à fermer les yeux sur les signes avant-coureurs de la dysfonction. Diane était normale, elle était respectée, elle était intégrée. Ces étiquettes lui ont servi de bouclier pendant des années. Le cas Stott est un rappel brutal, que le mal ne porte pas un costume de méchant, mais qu'il peut se glisser dans la banalité du quotidien, habillé des vêtements de la respectabilité. La justice a fini par rendre son verdict, mais elle ne peut pas réparer les cicatrices laissées par ces années de trahison domestique. La maison de Springfield est désormais vide, une demeure parmi d'autres, mais le souvenir des événements qui s'y sont déroulés reste gravé dans la mémoire de ceux qui ont suivi cette descente aux enfers. La chute de Diane Stott est plus qu'un simple fait divers. C'est une étude sur l'arrogance humaine poussée à son paroxysme. En croyant pouvoir manipuler le destin, en pensant que sa supériorité intellectuelle lui permettrait d'échapper à la morale et à la loi, elle a créé sa propre prison bien avant d'y être physiquement enfermée. Le rideau est tombé laissant derrière lui une leçon sombre mais nécessaire sur la fragilité des apparences et sur le fait que, quelles que soient les précautions prises, la vérité finit toujours par reprendre ses droits. Le silence est revenu sur la banlieue de Springfield, mais il n'est plus le silence de la complicité ou de l'illusion. C'est désormais le silence de la justice, une justice qui, bien que tardive, a su mettre en lumière les ombres les plus épaisses de cette famille. Pour Diane, il n'y aura plus de rôle à jouer, plus de masques à porter, plus de mensonges à tisser. Il ne lui reste que la réalité de ses actes, une réalité qu'elle devra désormais affronter jour après jour dans l'immobilité de sa cellule, loin de ce monde qu'elle avait cru pouvoir dominer, mais qui a fini par la démasquer dans toute sa crudité. C'est ici que l'histoire se termine non par un triomphe, mais par une mise en abîme de la perte totale, celle d'une femme qui a tout sacrifié pour rien et qui au final ne laisse derrière elle qu'un nom synonyme de trahison et de mort. La sentence avait été prononcée, les portes de la prison s'étaient refermées dans un claquement métallique définitif, et pourtant le sentiment qui prédominait n'était pas celui d'un soulagement immédiat, mais plutôt une profonde stupeur face au vide laissé par la chute des Stott. Dans le Missouri, la vie a repris son cours, les tondeuses ont continué de rugir le week-end et les discussions de voisinage ont glissé vers d'autres sujets. Mais le silence qui régnait désormais dans cette maison autrefois si soigneusement présentée était le silence d'un sépulcre. Cette étape de l'après-coup est celle de la confrontation brutale avec la réalité. Lorsque l'illusion est totalement démantelée, ce qu'il reste à contempler est la désolation. Diane Stott n'avait pas seulement commis des crimes, elle avait anéanti le concept même de foyer transformant chaque souvenir, chaque photo de famille, chaque instant de vie partagé en une preuve de sa duplicité. Les anciens voisins, en passant devant la demeure, ne voyaient plus la maison bien tenue, mais le théâtre d'une tragédie qu'ils n'avaient jamais su lire, une leçon d'humilité douloureuse sur la cécité sociale. Le traumatisme pour la communauté de Springfield ne résidait pas seulement dans l'horreur des faits, mais dans la remise en question de ce que signifie connaître quelqu'un. Diane était aux yeux de tout le parangon de la femme, active, une professionnelle de santé, dont la vie tournait autour du soin des autres. Comment une personne dont la vocation est de préserver la vie peut-elle nourrir en elle une telle pulsion de destruction? Cette contradiction interne qui a hanté les esprits a forcé chacun à revoir sa perception de la banalité. Nous avons tous au sein de notre entourage des personnes qui présentent une façade irréprochable. L'affaire Stott a agi comme une onde de choc qui a brisé la confiance aveugle que l'on place naturellement en ceux qui occupent des fonctions de confiance. La fragilité de la confiance sociale a été mise à nu, exposant la possibilité que sous chaque sourire poli puisse se cacher une réalité inavouable, maintenue sous contrôle par une simple volonté de dissimulation.
La figure de Rachel en particulier est celle qui a suscité le plus de réflexions complexes après le verdict. Si Diane était perçue comme le cerveau manipulateur, la transformation de Rachel d'une jeune femme en devenir en complice de meurtre a soulevé des questions déchirantes sur l'autorité parentale et les limites de la loyauté familiale. Comment une mère peut-elle aliéner l'esprit de son enfant au point de lui faire accepter l'élimination d'un père, cette aliénation mentale qui a agi comme un poison tout aussi mortel que l'antigel versé dans les verres est ce qu'il reste de plus marquant dans cette histoire. L'après-procès n'est pas seulement le temps de la punition, c'est le temps de l'analyse où l'on réalise que Diane avait non seulement pris possession de la vie physique des siens, mais qu'elle avait colonisé leur esprit, dictant leur vision du monde, leurs émotions et, ultimement, leurs actions. Elle avait construit une prison psychologique bien avant que les murs de la prison physique ne viennent confirmer sa déchéance. Dans les jours suivant l'incarcération, une forme d'introspection s'est emparée de ceux qui avaient été proches de la famille. On cherchait des signes, des indices, ces petites failles qui, avec le recul, auraient dû sonner l'alarme. Mais comme c'est souvent le cas dans les récits de crimes domestiques, ces signes étaient enfouis dans l'épaisseur du quotidien. Un regard un peu trop froid, une réaction un peu trop mesurée, une routine un peu trop rigide. Autant de détails qui, isolés, ne signifiaient rien, mais qui, assemblés par la lumière crue de la vérité, prenaient une allure de prélude tragique. Cette étape de la réflexion est la plus pénible, car elle est chargée de ce sentiment de culpabilité collective, de cette pensée lancinante. Aurions-nous pu agir différemment? C'est ici que la portée du drame Stout dépasse le cadre du simple fait divers pour toucher à la condition humaine, à cette difficulté que nous avons à percevoir les tempêtes intérieures de ceux que nous croisons chaque jour. La maison elle-même est devenue une sorte de monument mémoriel à la faillite d'une existence. Elle rappelait que la perfection est souvent une mise en scène, un artifice utilisé pour masquer le chaos. Diane, dans son arrogance, pensait que son plan était parfait, mais elle avait oublié que la perfection est un idéal qui n'existe pas dans le monde réel, car elle est toujours soumise à l'imprévu, à l'erreur humaine. Et à cette soif de vérité qui finit toujours par percer les apparences les plus tenaces, son échec n'était pas seulement judiciaire, il était existentiel. En voulant tout contrôler, elle a fini par tout perdre, sa famille, son statut, son honneur et surtout la possibilité d'une rédemption. Elle s'est retrouvée seule, dépouillée de tout ce qu'elle avait cru posséder, dans un silence carcéral qui contrastait cruellement avec l'agitation calculée qu'elle avait imposée à sa famille pendant tant d'années. Alors que cette première étape de l'après-coup touchait à sa fin, une certitude s'est imposée, la tragédie des Stout allait rester dans les mémoires comme un cas d'étude sur l'ombre. Elle n'était pas seulement l'histoire de 2 empoisonnements, mais celle de l'érosion lente de l'humanité sous le poids de l'égoïsme et de la manipulation. La justice avait été rendue, mais le travail de réparation lui restait à faire pour Shaun, le fils survivant, qui devait maintenant apprendre à porter le poids d'un nom désormais synonyme d'horreur. Il est le témoin vivant d'une histoire qui pour lui n'a jamais été une simple observation, mais une réalité quotidienne dont les cicatrices ne se refermeront jamais tout à fait. La fin de cette première phase de l'après-procès marque le passage de la colère et de l'incrédulité vers une forme de compréhension triste, celle que dans le monde certaines tragédies ne peuvent pas être guéries, seulement vécues, et que le plus grand crime de Diane Stout n'était pas seulement d'avoir mis fin à des vies, mais d'avoir par sa seule existence empoisonné l'idée même de ce qu'une famille peut être. Une fois le tumulte du procès apaisé et la condamnation devenue une réalité irréversible, le silence qui s'est abattu sur le dossier Stout n'a pas été un signe d'oubli, mais le début d'une ère de réflexion profonde pour ceux qui de près ou de loin avaient été touchés par cette tragédie. Ce n'était plus le silence de la dissimulation, celui que Diane avait si soigneusement entretenu dans sa maison de Springfield, mais un silence lourd, introspectif, chargé de la nécessité de comprendre l'incompréhensible. Pour Shaun, le survivant, ce silence était une épreuve quotidienne, une toile vierge sur laquelle il devait réécrire sa propre identité déconnectée du spectre destructeur de sa mère. La question qui persistait dans l'air lancinante n'était plus « comment a-t-elle fait ?» mais « pourquoi le monde et nous-mêmes avons-nous été si aveugles ?» Cette interrogation est le cœur battant de cette seconde étape de l'après-coup, un moment où la société tente de digérer l'horreur pour éviter qu'elle ne se reproduise. La dimension sociologique de l'affaire Stout
a commencé à émerger comme un sujet de débat crucial. Comment une société axée sur la réussite, la respectabilité et le maintien des apparences peut-elle créer un environnement propice à l'épanouissement de tels prédateurs domestiques? Le cas de Diane n'était pas celui d'une marginale, mais celui d'une femme profondément intégrée dans les structures de confiance, le corps médical, l'Église, le voisinage. Cette intégration était précisément son camouflage le plus efficace. L'après-procès nous force à regarder les fissures dans nos propres systèmes de valeurs. Nous valorisons la discrétion, nous respectons la vie privée, nous accordons une confiance institutionnelle aux professions de soins. Diane a utilisé chacune de ces vertus sociales comme un outil de protection pour ses desseins malveillants. Cette prise de conscience est douloureuse, car elle suggère que notre besoin de croire en la bonté intrinsèque des structures sociales peut nous rendre vulnérables à ceux qui manipulent ces mêmes structures. Au-delà de l'analyse, il y a la douleur brute des survivants, celle que les rapports de police ne peuvent jamais quantifier. Sean Stott est devenu malgré lui le visage de la résilience, le rappel vivant que derrière les faits divers, il y a des êtres humains dont la vie a été saccagée. La quête de sens pour un survivant d'un tel traumatisme est une ascension abrupte. Il ne s'agit pas seulement de pardonner ou d'oublier, mais de trouver une manière d'exister dans un monde où la figure maternelle, ce symbole universel de protection, a été le moteur même de l'anéantissement. Cette étape souligne la cruauté de la trahison parentale. Elle ne détruit pas seulement le présent, elle hypothèque le futur, en corrompant les fondations mêmes sur lesquelles l'individu construit sa personnalité. Le chemin de Sean est celui d'une reconstruction lente, un travail de titan, pour séparer ce qui lui appartient en propre de l'héritage toxique laissé par Diane et Rachel. La transformation de Rachel reste elle aussi une énigme qui continue de hanter les esprits. Elle représente la victime devenue bourreau, un exemple glaçant de la manière dont une influence psychologique, si elle est constante et malveillante, peut effacer la moralité d'un individu en pleine construction. L'après-procès nous oblige à traiter Rachel non seulement comme une criminelle, mais comme le résultat tragique d'un environnement domestique où la réalité avait été tordue jusqu'à l'inversion des valeurs. Cette réflexion ne diminue pas sa responsabilité, mais elle éclaire les mécanismes de l'emprise, ce phénomène où l'amour filial est détourné pour servir des desseins mortifères. Comprendre ce processus est essentiel pour prévenir d'autres drames, pour identifier les signes précurseurs de la manipulation avant qu'elle ne se transforme en action irréparable. Le monde des médias et des observateurs a également dû se réajuster. Après avoir couvert l'affaire avec l'intensité que l'on réserve aux faits les plus horribles, le passage au temps long de l'analyse a permis de poser des questions plus fondamentales. Les documentaires et les récits comme celui que nous explorons ne sont pas là pour glorifier la noirceur, mais pour éclairer les zones d'ombre de notre condition. En relatant le parcours des Stott, nous participons à une forme de catharsis collective, une tentative de donner une structure intelligible à ce qui par nature nous choque et nous dépasse. Il est nécessaire de transformer cette horreur en une leçon, de faire en sorte que la mémoire de Mark Stott ne soit pas seulement celle d'une victime, mais celle d'un homme dont la disparition a révélé des failles systémiques importantes. Cette étape de réflexion est également marquée par une certaine mélancolie. On réalise que malgré tout le savoir accumulé, malgré la psychologie moderne et les outils de surveillance, il existera toujours des individus capables de naviguer entre les gouttes, de dissimuler leur noirceur derrière des masques parfaitement ajustés. Le crime de Diane Stott n'était pas une erreur technique, c'était une défaillance morale qui avait trouvé le moyen de s'organiser. Le silence qui entoure désormais la maison de Springfield est un rappel que chaque foyer est un mystère, une entité fermée dont nous ne percevons souvent que la surface lisse. Accepter cette réalité n'est pas synonyme de cynisme, mais d'une maturité nécessaire. Il s'agit de cultiver une vigilance bienveillante, d'apprendre à écouter les non-dits, à observer les comportements incohérents sans, pour autant, sombrer dans la paranoïa. En avançant dans cette quête de sens, nous finissons par accepter que certaines questions resteront sans réponse. Pourquoi Diane a-t-elle choisi cette voie? Quel était ce vide intérieur qu'elle tentait désespérément de combler par la destruction? Peut être que la réponse réside dans une pathologie du pouvoir, dans une soif de contrôle, qui, lorsqu'elle ne trouve pas d'exutoire sain, se transforme en volonté de domination totale sur le destin d'autrui. En quittant cette étape de réflexion, on ressent le poids de l'histoire, mais aussi la nécessité d'avancer.
La justice a posé son verdict, mais la réflexion, elle est un processus continu. Nous sommes tous, à notre manière, les gardiens de la mémoire de ces drames, car c'est en confrontant l'horreur que nous apprenons à chérir avec une acuité renouvelée la valeur inestimable de la vie humaine et de la sincérité des liens qui nous unissent les uns aux autres. Le sens, au final, ne se trouve pas dans le crime, mais dans notre refus collectif de laisser le mal avoir le dernier mot. Alors que le temps continue son œuvre, la tragédie des Staudt s'estompe lentement de l'actualité brûlante pour se transformer en un élément de mémoire collective, une sorte de leçon sombre gravée dans les annales des chroniques criminelles. L'étape finale de notre réflexion ne concerne plus le détail des faits ou la mécanique judiciaire, mais l'héritage durable laissé par cette affaire au sein de notre perception de la normalité. Il est fascinant et profondément troublant de constater à quel point la figure de Diane Staudt est devenue, avec le recul, un archétype de ce que la littérature appelle le mal banal. Non pas un mal spectaculaire ou diabolique, mais un mal qui s'insinue dans les gestes du quotidien, qui porte des vêtements ordinaires et qui s'exprime avec une politesse rigoureuse. C'est peu être là le legs le plus effrayant de cette histoire, la prise de conscience que l'inhumanité ne nécessite pas une rupture avec la société, mais peut, au contraire, se nourrir de sa structure même pour mieux prospérer. En observant le paysage laissé derrière elle, on réalise que Diane n'a pas seulement détruit des vies, elle a aussi durablement altéré la notion de confiance au sein de sa communauté. Pour les habitants de Springfield, et pour tous ceux qui ont suivi cette affaire à travers le prisme des médias, l'idée que le danger peut être juste à côté est passée d'un cliché cinématographique à une possibilité concrète. Cette vigilance accrue, bien que parfois proche de la suspicion, est le tribut que nous payons à de tels drames. Nous ne regardons plus nos voisins de la même manière, nous ne prêtons plus la même attention aux apparences. Ce changement de regard est une forme de cicatrisation sociale douloureuse, empreinte de méfiance mais nécessaire pour naviguer dans un monde où les masques sont parfois des outils de survie pour ceux qui les portent et des instruments de manipulation pour ceux qui les exploitent. La véritable lumière au milieu de ces cendres ne vient pas de la condamnation de Diane, mais de la trajectoire de ceux qui ont survécu. Sean le fils est devenu le symbole de cette capacité humaine à se reconstruire après l'effondrement total de son univers de référence. Son existence actuelle est un défi lancé à la noirceur de sa mère. Chaque jour qu'il vit, chaque décision qu'il prend en toute liberté, est un démenti cinglant à la vision déterministe et destructrice que Diane avait projetée sur lui. La résilience n'est pas un concept abstrait. Elle est le processus lent et épuisant par lequel on réapprend à vivre quand tout ce qui constituait notre socle a été empoisonné. C'est dans ce courage discret, loin des projecteurs des tribunaux, que réside la véritable fin de l'histoire. La justice a puni, mais c'est la survie et le dépassement qui ont en quelque sorte gagné sur le projet de mort initial. Il est également crucial de se pencher sur le rôle de la justice dans ce processus de clôture. Le système a fonctionné, certes, mais avec cette lenteur qui caractérise l'examen de l'âme humaine face à ses propres démons. En condamnant Diane à perpétuité, la justice n'a pas seulement isolé un individu dangereux, elle a réaffirmé une limite fondamentale: il existe des actes qui rompent irrémédiablement le contrat social. Cette réaffirmation est le socle sur lequel nous essayons de reconstruire une forme de sérénité. Elle nous rappelle que malgré les apparences de désordre et de perversion, il existe un cadre qui protège les citoyens contre l'arbitraire de la volonté individuelle, surtout lorsqu'elle est poussée par le narcissisme ou la cruauté. C'est une protection imparfaite, souvent tardive, mais c'est la seule dont nous disposons pour maintenir l'idée d'une société humaine. En contemplant ce que Diane Staudt laisse derrière elle, on perçoit une immense tristesse pour le temps perdu, pour les vies qui n'ont pas eu l'opportunité de s'accomplir, et pour cette famille qui, au lieu de devenir une cellule de soutien, est devenue une arène de combat. Mais il y a aussi une forme de clarté qui émerge. Cette affaire nous rappelle que la vie humaine n'est pas une donnée acquise, qu'elle est fragile, précieuse et qu'elle dépend énormément de la qualité des liens que nous tissons. La trahison de Diane n'est pas seulement un crime contre Mark ou Sean, c'est un crime contre l'humanité même que nous partageons. En s'attaquant à ceux qu'elle était censée chérir, elle a nié la valeur de l'autre. Et ce faisant, elle s'est elle-même exclue de l'humanité dont elle avait tant profité les privilèges sociaux.
Pour conclure ce récit, il ne reste pas de réponse satisfaisante, seulement des faits et le souvenir d'une tragédie qui nous oblige à repenser nos priorités. Peut être que le meilleur héritage à tirer de cette sombre épopée est le renforcement de notre attention envers les autres, non pas une attention surveillante, mais une attention bienveillante, celle qui cherche à comprendre, à soutenir et à déceler les signes de détresse avant qu'ils ne se transforment en projets funestes. Si l'histoire des Stott nous apprend quelque chose, c'est que l'amour et l'empathie ne sont pas des notions abstraites ou sentimentales, ce sont des nécessités vitales, les seuls remparts réels contre l'émergence de ce mal banal qui tapit dans le silence des foyers, attend que l'indifférence ou la négligence lui laisse la place. La page se tourne donc sur Springfield. La maison est là, immobile, témoin silencieux de ce qui a été, tandis que le monde continue avec ses joies et ses drames. Diane Stott est désormais une silhouette dans les mémoires, une mise en garde oubliée par le passage du temps. Ce qu'il nous reste, c'est la responsabilité de veiller sur nos propres liens, de cultiver la vérité dans nos échanges et de ne jamais oublier que dans la fragilité du quotidien, chaque acte de bienveillance est une victoire sur long. L'histoire est close, mais sa résonance, elle perdure, nous rappelant humblement que la lumière, pour briller, a besoin de notre vigilance constante et de notre engagement indéfectible envers la dignité de ceux qui nous entourent. C'est là, dans cette volonté de rester humain envers et contre tout, que nous trouvons la force de laisser derrière nous les cendres du passé pour mieux marcher avec lucidité vers le futur.